Hello Shorelle. Bonjour, bonjour. I mean, I guess it's bonjour, right? Hey guys. It is indeed Hey bonjour. guys. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Chorelle, je suis une chanteuse et une compositeur de musique en la Corée de Sud. Damn, that was improvised, you know that? That was improvised. That was random. And you dare telling me that you could not speak French. That was really good. I can't speak French, but I told you, my best friend is French. And in Seoul, actually, I have so many French friends. So, I mean, eventually you pick up a few words in here and there. But anyways, guys, Voilà. it's great to meet you. I'm Shorelle. I'm a singer-songwriter here in Seoul, South Korea. I'm Italian, but I've been living in Korea for the past 3 years. And I Ok, write songs for, yeah. donc That's elle it. dit qu'en fait elle a pu parler un petit peu français parce que son meilleur ami est français et qu'elle connaît beaucoup de gens français là où elle vit. Donc elle dit qu'elle s'appelle Shorelle, qu'elle est italienne à la base, mais que depuis quelques années elle vit à Séoul en Corée du Sud et donc elle est chanteuse et compositrice. Ok. Bah, merci à elle d'avoir accepté mon invitation. Puis du coup, je la laisse se présenter. Thank you for accepting this invitation, and we're gonna have a few moments for you to introduce yourself to the audience. Du coup, Great. quand et comment elle s'est lancée dans la musique? So, and in your introduction, if you could say when and how you first had your introduction to the world of the musical industry, it would be great. Yeah, of course. Well, I was born and raised in Italy. I'm 25 years old, and I was born and raised in Italy, and I always loved music. I mean, my mom says that I was born singing, which I found out recently was a lie, but for the longest time I thought it was real. Donc Anyways, sa maman lui a toujours dit qu'en fait elle était déjà en train de chanter quand elle est née et elle s'est rendue compte récemment qu'en fait c'était un mensonge de sa maman. Elle a 25 ans, elle est née, elle a été élevée en Italie et elle a toujours la musique a toujours fait partie de sa vie. Ok. really thought it was true, but it's not. Anyways, I just always loved music, and I'm a huge fan of like Michael Jackson. Of course, like everybody is a fan of Michael Jackson, but I was like a hardcore fan. Like I was wearing like Michael Jackson t-shirt, his hat. After he died, I was just like, every year I gather all my family and I was like, guys, please be silent one entire minute in honor of Michael Jackson. Like that, it was that crazy fan. But Voilà. Donc depuis qu'elle est toute jeune, elle a toujours été très fan de Michael Jackson. C'était une grosse stan avec le t-shirt, le chapeau, etc. Et quand il est mort, du coup, elle a même rassemblé sa famille pour demander une minute de silence parce que c'était un événement marquant pour elle. yes, the whole thing. So yeah, I mean, I always loved music. I started since I was very little, like just singing and then like dancing, writing poems, a lot of it. And I just couldn't get enough of it. And then I always sang. My dad, especially, he was like a huge collector of vinyls, especially of jazz vinyls. So I grew up listening to like Billie Holiday, Ella Fitzgerald, like Sarah Vaughan, all the best Donc, singers. So like, yeah. Depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle a toujours chanté, dansé, écrit des poèmes et commencé à composer, même depuis qu'elle était toute petite. Elle a toujours été bercée par la musique et notamment par son papa, qui était un gros collectionneur de disques vinyles, notamment de jazz. Donc, pendant qu'elle était petite et qu'elle était en train de grandir, elle a été bercée par les musiques de Billie Holiday, Ella Fitzgerald et tous les autres grands classiques du jazz. D'accord. So it was like, it's always been in my family kind of. And then I just was always singing in the church choir, you know, like the usual start. And I was always like, I'm gonna be a singer-songwriter. I'm gonna make it big. I moved to like a big city because I was coming from this tiny town in Italy. It's like 1,000 people in total. So it was very tiny. And Donc elle a grandi dans une ville qui était assez petite en Italie, avec 1000 habitants, mais depuis qu'elle est toute petite, elle avait ce rêve. Donc elle chantait même à la chorale de l'église et elle s'est toujours dit quand je serai grande, je serai une chanteuse, je serai une compositrice, j'aurai beaucoup de succès et je vais bouger dans une grande ville, voilà, pour faire ma carrière. D'accord. Et Yeah, so yeah,
Ouais, et justement, est-ce qu'elle a fait des études ou euh, Did you have any particular studies related to music, or was it I did, I just did. I did. So always took like private lessons of like singing and piano. I was also in a musical theater company from when I was 16 until 19. So we used to like tour around the world while we were playing like musical like Sister Act or Cats and all of that. Then D'accord. in Donc en fait, between shows, depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle a eu des cours particuliers à la fois de chant et de piano, mais elle a également fait partie d'un ensemble, d'une troupe en fait, qui faisait des tournées à travers le monde pour faire des comédies musicales, genre Sister Act et d'autres comédies musicales du genre. yeah. And in between the shows, I started, when I was like around 17, I started being a little tired of just singing somebody else's stories. I wanted to write my own. So I started writing my own music, and that's kind of how it started. So when I Voilà. was 17. Quand elle avait à peu près 17 ans, elle a commencé à en avoir marre en fait de chanter tout le temps les chansons des autres. Et donc du coup, c'est là qu'elle s'est mise à écrire ses propres chansons pour pouvoir chanter son histoire à elle plutôt que l'histoire de quelqu'un d'autre. D'accord. And the thing is that I usually start writing songs whenever I feel stressed out. So, because it's kind of like my safe place, you know? And so I remember during like test school and like tests of subjects I really didn't like mathematics or like ancient Greek, all this crap. I couldn't really concentrate. And so like the teacher would look at me and I would be like, and just like writing a song in my head. And she was like, oh man, she's gone. She's crazy. She's gone. Like she can't like finish the test. And in reality, I was just writing a song. So that's why I was like, like that. And of course, I couldn't just grab my phone and do a voice note memory because she'd be like, she's cheating. She's cheating. And me, I was like, I don't give nothing. I don't give a crap about this test. I just want to remember this melody. So it was very difficult. And so until the end, I'd be like that. Donc elle explique qu'elle avait même des problèmes dans le reste de son parcours scolaire parce qu'en fait, dès qu'elle était dans des matières qu'elle estimait comme des matières beaucoup plus chiantes comme les maths ou l'histoire, même en plein milieu d'un contrôle, en fait, dans sa tête, elle pouvait déconnecter et puis se mettre à avoir l'idée d'une chanson. Donc elle se mettait à fredonner et ses profs la regardaient d'un air bizarre en disant bon bah ça y est, elle est partie ailleurs, elle est dans son monde. Alors qu'en fait, d'une certaine manière, elle était déjà en train de travailler puisqu'elle était en train de composer une chanson dans sa tête et qu'en fait le test l'interrompt en lui-même, elle en avait un petit peu rien à foutre parce qu'elle était en train de travailler sur ce qui comptait vraiment pour elle. Yeah, it was a little tough in high school because I'm very competitive, so I always had like the best grades. But honestly, when songwriting arrived in my life, just took me completely, and that also brought me to audition to London. I looked around in schools in my area, and I always knew I wanted to live abroad, but I also looked up at bigger cities in Italy like Milan or Rome. I realized that nobody was really specializing in songwriting, and I wanted to study that. So then I auditioned to a school, it's an academy actually, a songwriting academy in London. It's the same one where Ed Sheeran went. I auditioned there to take part in their university course, like a degree in songwriting and composition. I got in, they offered me a scholarship, and that's how I could go to London. Ok. Donc en fait, très rapidement, elle a commencé à regarder pour essayer de trouver des auditions, voire des formations qui correspondraient plus à ce qu'elle avait envie de voir. Elle a commencé à chercher déjà les grandes villes d'Italie comme Rome ou Milan, mais très vite, elle a trouvé une audition à London pour une académie de composition, littéralement, hein, pour le songwriting, qui est la même académie que celle à laquelle a été Ed Sheeran, pour info. Et donc, elle a passé une audition pour intégrer cette académie-là, et non seulement elle a été prise, mais elle a même reçu une bourse pour pouvoir avoir ses études, enfin pour aider à financer ses études pendant qu'elle était là-bas. Mais de toute façon, elle a dit que depuis qu'elle est toute petite, elle savait que elle allait quitter son pays et qu'elle voulait vivre dans un pays étranger. D'accord. Ok. Et justement, comment elle a connu la K-pop et comment elle a réussi à travailler pour des artistes coréens? Okay, so from these beginnings as a songwriter, how did you come into contact with K-pop, and how did you end up working with Korean artists?
was thanks one more time. It was thanks to my school in London. So I went to this academy school, and at that time Brexit just happened, so it was a little difficult to get like student loans. So I didn't know how to fund my university because like studying in London is expensive, unfortunately. And so thank goodness I got this scholarship for songwriters because that was the only way I could afford to study there. So went there, and the professor that auditioned me for the scholarship was also the head teacher at the school, and he was in charge of like teaching us songwriting, which is the core subject, of course. And in the first lesson, he gathered all of us, and he was like, I'm gonna split you in rooms, you're gonna write different songs, and then I'm gonna check up on you and see how you're doing. And when he came in the room where I was writing, he was like, after class, just stop in my office and we'll talk. I was like, oh damn, first day I screw up. That's what I thought, you know. Donc en fait, quand elle est arrivée à London, le Brexit venait d'arriver, donc c'était assez compliqué en termes de financement de pouvoir trouver des prêts étudiants ou des choses comme ça. Et elle dit d'ailleurs que sans la bourse qu'elle a réussi à avoir suite à son audition, ça aurait été très compliqué de pouvoir vivre à London. Et en fait, quand elle est arrivée à l'école, la personne qui lui a fait passer son audition était en fait le professeur principal de l'académie et celui, on va dire le professeur en chef qui enseignait l'écriture de chansons. Et il a pris tous les nouveaux étudiants et étudiantes, il les a séparés en petits groupes pour un petit peu voir un petit peu leur niveau et tester là où ils en étaient. Et donc après ce test-là, il l'a pris à part et lui a demandé d'aller dans son bureau après le cours. Donc elle s'est dit oh zut, c'est mon premier jour et j'ai déjà merdé. Ok. That's exactly what I said. I think. Parfait. Anyways, yeah. So he was like, okay, stop at my office. I was like, sure, let's go. So I went there, and he was like, I would like to offer you a contract for K-pop. And I was like, what? I was like, yeah, so K-pop. And at the time, the only thing I knew was, of course, Oppa Gangnam Style and Fantastic Baby by Big Bang. I went, wow, Fantastic Baby, dance. Ooh, I wanna dance. And then this, wow, Fantastic Baby. Love that song. It's my go-to song in Notabang. And I am there like drunk, and I'm just like, wow, Fantastic Baby. Anyways, let's not talk about that. Anyways. I will translate it. Yes. Grosso modo, elle dit que quand elle va au karaoké, c'est Fantastic Baby qu'elle chante. Okay. Surtout quand elle est bourrée. It's that one. Anyway. Okay, so he offers you a contract? Yeah. Yes, at that time I only knew these two songs really, and he was like, "Yeah, I'm a publisher, which means like I take songs and I pitch them to artists in Asia, and I work primarily in Japan and Korea." So I was like, "Sounds dope." So that was the first time I ever signed a contract as a songwriter. I was like, he signed me immediately, pretty much, and all of a sudden I went from writing songs in my bedroom, then writing songs in studios. Also, it was crazy, but I also needed to level up because all of a sudden I was like, first I was like just writing songs that I would show to my parents or my teachers maximum. And all of a sudden I was like pitching my work to artists that, you know, most of the time in this industry, they would say, no, we don't like it. So it was a lot of like a journey of like getting better, learning how to deal with rejection, be constant, and be frank, have hope even when it seems like you're never gonna make it. I think that, you know. Ok. Donc en fait, elle avait quand son professeur lui a donné rendez-vous dans son bureau, c'était pas du tout pour l'engueuler, mais au contraire pour lui proposer de travailler avec lui dans la K-pop. Donc elle, quand il lui a dit K-pop, les seules choses qu'elle connaissait, c'était Fantastic Baby et Gangnam Style. Et il lui a expliqué qu'en fait, en plus d'être professeur et de gérer cette académie-là, en fait, il publiait également de la musique. C'est-à-dire que il avait une écurie d'auteurs qui composaient des chansons que lui allait pitcher principalement au Japon et en Corée à différents artistes.
Et donc, il lui a directement proposé, le premier jour de son arrivée, de signer un contrat avec lui, ce qu'elle a fait. Et elle explique que du coup, c'était quand même beaucoup de pression parce que elle a dû du jour au lendemain passer du fait de composer des chansons principalement pour elle, qu'elle allait montrer grosso modo à ses parents, à enregistrer et composer en studio et à devoir faire des pitchs pour proposer ses chansons à des artistes et à des studios, apprendre à gérer le refus parce qu'il y a quand même énormément de compétition dans cette industrie et que souvent, quand tu proposes une chanson à une société, ils te répondent non. Donc ça aussi, il a fallu apprendre à gérer tout ça et surtout à monter très rapidement son niveau d'écriture pour avoir des compositions qui allaient plaire au studio. Et c'était en quelle année? What year was that? This was in 2018. I signed a Donc contract 2018. in September 2018, yes, and I officially started in 2019 because, you know, we needed a few weeks to notarize it with lawyers and all of that. Ok, Yeah, donc grosso modo, elle a signé en septembre 2018 et elle a commencé en 2019, le temps que en fait tous les papiers soient signés et que les avocats et les juristes des différentes sociétés pour lesquelles elle allait travailler puissent s'accorder sur les termes des contrats. Voilà. Ok. Yeah. So it was an adventure, honestly. Yeah. Et That's how I started. comment elle trouve l'inspiration pour écrire? Est-ce qu'elle s'inspire de sa vie quotidienne, personnelle ou... Okay, so where do you find your inspiration when you are writing lyrics? Do you ever draw material from your personal life, or does it come from somewhere else? Only all the time. Like only all the time. I'm telling you, like, bro, like it's always. Because I mean, like they say that you can only write about stuff that you know. Of course, I can't write about been in money and bitches and all of that. I'm not like 50 cents or whatever. But I definitely draw a lot of things, a lot of inspiration from my own personal life. In fact, the first song that kind of like the two songs that kind of kick-started my career, which was the first one was for TAEYEON of Girls' Generation. I wrote for her Vanilla. And the second one was for Mobile Legends, the video game. And I wrote like Bang Bang, the theme song. These two, actually, they both were released in 2019. I think it was March and April, something like that. And that was, both of them were drawing inspiration from my personal life. TAEYEON was like, the song for TAEYEON was literally a song. We wanted to give this song to TAEYEON, and when I heard the instrumental, like the piano and in the instrumental, I was like, okay, I think got a deal on my own personal shit. Let's go. Let's see what I have. And it was just like that. And at the time, I was seeing this boy, which was completely like, when a walking red flag, like that level, like completely wrong. Like honestly, that everyone told me, SHORELLE, it's the wrong boy. But I was like, I believe he can change. Bullshit, they don't change. But anyways, I was like, yeah, sure. It was like a freaking walking red flag. And I was dating him, and in the song, it's about when you're starting to catch feelings for somebody, even though you know that these feelings are not mutual because you know that the other person it's not seeing you like that. So you're like in that bittersweet moment where you're like, maybe I should leave this guy and move on, but at the same time, I kind of want to stay because I'm catching feelings and maybe it's gonna change, whatever. And I put all of these feelings I pour my heart and soul in that song, and I sent it to TAEYEON. She loved it and she took it, and apparently it's her favorite song from the album for some reasons. And I was like, okay, cool. But I definitely think that, I definitely think that if you write about something that actually happened to you, people can feel that is true. Because the thing is that even if you don't speak the language, even if people don't understand everything you're saying, intention behind your voice and behind the way you perform the song when you're signing the demo,
people can spot somebody that is being fake immediately. And that's why I'm never faking my song. I'm always like 100% me, even if it's not pretty sometimes. I'm 100% me every single time because people can spot fake people straight up, and nobody likes fake people. That's just the truth. Ok. And so, Alors, yeah. j'ai pas voulu la couper, j'espère que je vais rien oublier parce que c'était assez long. Donc, elle a dit que, donc oui, tout le temps, sa vie à elle, c'est la source principale de son inspiration. Hein. On dit en anglais, enfin en américain, il y a une expression qui s'appelle write what you know. En gros, il faut écrire ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu. Elle dit qu'elle pourrait très bien écrire sur le pognon et les bitches, mais qu'elle n'est pas 50 cents, donc du coup ce serait un petit peu plus artificiel. Et elle se remémore notamment que les 2 premières chansons qu'elle a vendues et qui ont été publiées, c'était une chanson pour TAEYEON et une chanson pour le jeu Mobile Legends, dont elle a écrit la chanson principale, la chanson thème. Et que la chanson pour TAEYEON, en fait, au moment où elle a entendu la musique jouer au piano, elle s'est dit ok, là il va falloir que je puise profondément en moi. Et à l'époque, elle fréquentait un garçon qui était un red flag sur pattes, donc clairement un garçon hyper problématique. Ses autres potes lui disaient non mais attends, c'est pas un mec pour toi, mais à l'époque elle était encore convaincue que mais si je pourrais le changer, hein. Je fais la même voix qu'elle, hein. Elle l'a fait tout aussi tout aussi ironique que ça, alors que bien évidemment non, tu changes jamais quelqu'un qui est problématique à la base, et que du coup elle a puisé dans ce qu'elle vivait comme émotion à l'époque, le fait de savoir que commence à avoir des sentiments pour une personne et que c'est absolument pas réciproque et que tu sais que c'est problématique, tu te dis que tu devrais partir, et mais tu restes quand même parce que t'as cet espoir un petit peu futile que les choses vont s'arranger. Et donc elle a écrit la chanson en puisant là-dedans, en puisant dans son expérience personnelle. Elle l'a envoyée à TAEYEON et TAEYEON lui a dit que donc elle l'a adoré, elle a pris la chanson tout de suite et c'était sa chanson préférée sur cet album-là. Et donc clairement oui, le fait de puiser dans sa vie personnelle, c'est vraiment la source principale de son inspiration, parce qu'elle est convaincue que de toute façon, quand tu écoutes une chanson, quand tu écoutes les paroles, si c'est quelque chose qui a été improvisé, qui n'a pas été vécu, quelqu'un qui l'entend ou qui le lit peut tout de suite se rendre compte que c'est fake et que c'est artificiel, alors que si tu puises dans tes souvenirs et dans tes émotions propres, tu sens tout de suite que c'est nettement plus réel et c'est plus facile de se connecter à la chanson et de ressentir les émotions qu'a voulu transmettre le compositeur dans son morceau. D'accord. Et elle a notamment travaillé pour le groupe virtuel Maeve. Est-ce que c'est différent quand elle a écrit la chanson, ou c'est comme si c'était un artiste physique? Est-ce qu'il y a une manière différente de travailler, ou non, pas du tout, il n'y a pas eu de différence? Okay, so Anthony told me that you've worked with the virtual band Maeve, and he wanted to know if this was a different experience from writing for a real band in a way, and if the songwriting process was different for them. Of course. Yes, it's. I did work with Maeve, and I'm working with Maeve. It's like for them, it was like when they contacted me to like write a top line for them, we were just aiming for something that was very like ambitious top line wise, like, you know, something that was just boom, like up there in your face, like a little aggressive with a lot of sections and all of that. No, it didn't change. Like for me, like it doesn't matter if I'm writing for K-pop, for J-pop, for Chinese pop, or for just like even like Italian or like UK or US pop. For me, it's always about making a dope song, honestly. So there are always the same elements that count. It's like the concept, the vocal performance, the vocal arrangement, which of course in girl groups you have to, or boy groups, you have to remember that there's a lot of members. So it means that the vocal arrangement is very heavy. There's a lot of second voices, harmonies, all of that. And that's when watching so much Glee really helped me. Because that's like when you learn. I'm telling you, you gotta finish that show because it's so good. Anyways, it really helped me, honestly, because like it teaches you a lot of like vocal arrangements, and of course listening to Michael Jackson and Quincy Jones, all of their works.
of Destiny's Child, of course. Ok, donc elle dit qu'en amont, en fait, le travail était un petit peu différent parce qu'en effet, quand ils l'ont contacté pour travailler sur Maeve, ils avaient un concept bien précis et ils voulaient notamment un pitch sonore qui claque et qui attire directement l'oreille, quelque chose avec des harmonies, quelque chose de grandiose, mais que sorti de ça, finalement, travailler pour ce groupe-là, c'était pas si différent de travailler pour n'importe quel autre artiste de K-pop, de J-pop, de C-pop ou même de la pop européenne, italienne, américaine, que finalement, à partir du moment où tu travailles sur une chanson, tu te concentres sur le message de la chanson, tu te concentres sur le travail vocal et surtout, elle dit c'est très important, surtout dans les groupes de garçons et les groupes de filles où tu as plus d'une voix, l'arrangement vocal en fait, parce que tu sais que sur ce texte-là, il va y avoir beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de travail à deux voix et que il faut prendre ça en compte quand tu écris des paroles pour une chanson comme ça. D'accord. Et est-ce que ça lui arrive de pas avoir d'inspiration? Et si oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Okay, do you ever experience writer's block? And if so, how do you deal with it? Oh man, I cry. What can you do about it? Elle pleure. I mean, I'm just like, oh wow. Actually, this is interesting. So, when I was writing TAEYEON, like vanilla for TAEYEON, I remember that at the time I was in London, I was living with the two roommates. And I couldn't really finish the bridge. Like the chorus was sounding strong, everything was sounding strong, but the bridge was like not good. So I remember that I was stressing about it for a few days and I had writer's block. And I remember I went down the stairs and I was like, just like there was a wall here and I was like, I'm not a writer, just like punching the wall with my head. My roommate was looking at me, she was like, what the damn hell? Just come back. And I was like, oh, okay, I'm sorry. And she actually brought it back because then I went to the room and she was like, just slapped me and she was like, go back to work, you bitch. I was like, okay, sure. Then went there. Donc oui. He's a great friend. I finished the bridge. Then I sent over the song, and the song got cut. You know, like they loved it, and so like recorded it. But she actually came to visit me in Korea like a few months ago, and she was remembering that. She was like, "Man, like you went from like going like that in a tiny apartment in London, saying I'm not a writer, I'm never gonna make it," to boom, you live in Korea and you're living your dream. So she was like, congrats, bro. And I was like, thank you. Thanks also for the slap, by the way, like 4 years later, but thank you for that. I'm still like have a little scar here. But yeah. Ok, donc oui, ça lui arrive d'avoir le syndrome de la plage blanche. En général, elle pleure et elle se souvient notamment d'une anecdote justement quand elle écrivait Vanilla pour TAEYEON où elle travaillait sur la chanson, les couplets ça allait, le refrain ça allait, mais elle avait un gros problème avec le pont. Elle l'a réécrit plusieurs fois, elle aimait pas du tout ce qu'elle écrivait, elle trouvait que c'était nul et ça a duré plusieurs jours comme ça et à un moment elle est même sortie de sa chambre, elle vivait en colocation avec 2 autres personnes à London, elle est descendue en bas de l'escalier, elle a commencé à se taper la tête contre le mur, très littéralement, en disant ouais, je suis pas vraiment écrivain, vraiment écrivain, j'y arriverai jamais. Et en fait, c'est l'une de ces 2 colocs qui est venue la voir, qui l'a pris de force dans sa chambre, qui lui a littéralement mis une baffe et lui dit maintenant tu arrêtes de te plaindre et tu vas te remettre au boulot. Et aussi simplement que ça, le fait d'avoir été secoué par cette fille-là, en fait, elle a pu directement se remettre au travail, terminer son pont d'une manière satisfaisante, pitcher la chanson à TAEYEON qui a adoré la chanson. Et du coup, elle dit c'est marrant parce que cette amie-là est venue il y a quelques mois lui rendre visite à Séoul et elles ont parlé toutes les deux de cette anecdote-là et sa copine lui a dit bah t'as vu, c'est quand même fou le chemin que t'as fait entre cette jeune fille qui se tapait la tête contre les murs dans son petit appartement de London et maintenant bah tu vis ton rêve, t'habites à Séoul, tu travailles avec des stars, etc. Et du coup elles ont bien rigolé de cette anecdote et elle lui a dit merci, même si elle est persuadée qu'elle a encore une petite cicatrice de la baffe que l'ami en question lui avait mis à l'époque à London. Et quand elle écrit, est-ce qu'elle a un thème imposé ou elle est libre en général? Okay, do producers provide you with topics and themes for the song that they want, or are you free to write whatever you want and then pitch that?
depends. It depends on the label you're working with. So there are some labels that most of the time labels, they do have a clear idea of what they want. So we'll be sending out instructions called briefs to selected songwriters and managements. They'll be like, we want a song that it's like this, and then give you a few references. And if they have like specific details, they would tell you like, we want no rap section or yes rap section, but soft, or we want like a catchy chorus. Most of the time they write, we want a very amazing song. So, okay, I'm like, okay, cool. I'm not going to send you crap that my brother wrote when he was drunk. Like, of course not. I love that they need to tell you that they want a hit. I was like, I was like, Donc elle dit que ça dépend beaucoup du studio, mais qu'en effet il y a des studios qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui envoient en fait des briefings détaillés à la fois aux songwriters et aux différents publishers qui en fait gèrent une écurie de songwriters comme son ancien prof. Et les briefs, ça peut être très détaillé du genre, bah voilà, on veut que ça parle de ce thème-là, ce thème-là, ce thème-là. On veut qu'il y ait du rap, on veut qu'il y ait pas de rap, ou on veut qu'il y ait du rap mais que ce soit plutôt doux. Elle dit que c'est assez marrant parce que la plupart des studios se sentent obligés de rajouter que on veut une chanson super cool, on veut un hit. Et elle dit bah écoutez, ça tombe bien, j'avais pas l'intention de vous envoyer une chanson écrite par mon petit frère quand il était bourré et qui ressemble à rien, hein, mais du coup donc oui, ça dépend beaucoup du studio, mais il y a des briefings qui peuvent être très détaillés. Ok. Et est-ce qu'elle a un thème où elle se sent plus à l'aise ou pas? Do you have for yourself? Do you have some specific theme that you feel more comfortable with, or more in your like comfort zone when you're writing on these themes? I don't hear. Like, can you start over? Yeah. The beginning of the sentence couldn't hear. No worries. I feel like I'm some sort of like melody head, so everything that as a catchy melody, because English, of course, is not my first language, I don't really mind if I'm saying stuff that doesn't quite make sense, or it's like, people will be like, oh, I wouldn't say that, because I don't care. As you can tell, I really don't care. So I tend to write about whatever I want. I will also say, though, that when I first started out, I thought, I was using like stage personas to kind of like get more into certain like ways of writing. I had like my stage personas that were kind of like helping me to channel certain emotions. And they are also the reason why I'm called SHORELLE, because that's not my real name, but SHORELLE comes from these three main stage personas that I use when writing, which is like Sheena, Ronelle, and Elle. Them all together, it made SHORELLE. So that's why I'm called like that. Now I'm kind of like, honestly, I've been doing this for so long, and it's not like it's a few years, but when you look at the songs, I've done around 600 songs, so it's like it's a lot. So it's been a while since I've been doing this. Now I'm kind of like in a sort of way that I don't really need to channel particular emotions anymore. I can just write. But still, when it comes to vocal, for instance, like doing vocal recording, I still like to use like some of my stage personas from time to time and give like, the vocals a little bit of a attitude or character, So that definitely helps finding inspiration as well. I write about what I know. Yeah. En fait, elle dit que plus que des thèmes particuliers, c'est plutôt, en fait, elle se laisse un petit peu porter par la mélodie pour voir dans quoi elle peut puiser pour faire quelque chose de cohérent. Et elle dit notamment que, surtout quand elle a débuté, en fait, maintenant un petit peu moins, mais elle avait un certain nombre de personnalités de scène, un petit peu comme faisait Bowie. Elle dit d'ailleurs que c'est de là que vient son pseudonyme. Elle s'appelle pas vraiment SHORELLE, mais en fait, elle a créé en fait un pseudonyme avec le nom de ces trois personnalités de scène, Sheena, Ronelle et Elle. Et que du coup, en fait, chacune correspondait un petit peu à un mood différent
dans lequel elle pouvait puiser pour pouvoir écrire une chanson qui correspondait à tel ou tel thème. Mais elle dit que maintenant, avec l'expérience, parce que ça fait maintenant un petit peu plus de 600 chansons qu'elle a écrit quand même, et que ça commence à faire un certain nombre, elle a plus forcément besoin de puiser dans ces personnalités-là. Elle peut simplement se mettre à écrire quand elle veut un thème ou quand elle a une musique qui la porte. Elle peut simplement sortir ses mots pour écrire dessus. Par contre, quand elle fait du travail vocal, elle aime bien toujours, si elle en a besoin, puiser dans ses anciennes personnalités pour pouvoir donner de la couleur à sa voix et avoir un petit peu le style d'attitude ou de comportement qui va pousser sa voix d'une manière ou d'une autre quand elle fait des enregistrements. Ok. Et ça se passe comment quand tu as travaillé avec d'autres personnes sur l'écriture d'une même musique? Comment ils s'organisent? Okay, so whenever you share songwriting credit with other lyricists, what is the actual process involved when multiple writers are involved on the same song? Do you like right. each writer parts, or is that some back and forth or something? No, so first of all, there's like different roles. There's like 3 main roles in a song. You have the producer, who's the person who makes the beat and mix or master the track. So he's the producer. Then you have the top liner, which is me, and like, songwriters. We are the ones who write the melody, write the lyrics, and we also record the vocals most of the time. And then you have the lyricist. Now, the lyricist is the person that rewrites the lyrics, especially when it's in another language. So we write the demos in English, and then they get translated into Korean, Japanese, Chinese, depends on the release. So that's the lyricist job. Now, what we do is that usually if it's in a room for like a song camp or something like that, where you have like multiple songwriters from all over the world coming together to write together, you share equal splits. So like if there's like 3 people, everybody gets 33.33, something like that. So everybody gets the same amount. I love writing with other people. I also write a lot alone, so it really depends on the situation. But yeah, most of my releases are either by myself, either with one of my closest friends and like best songwriter that I know, who's Young Chance, and he's based in Korea. So we did a lot together. We did ITZY twice, SSERAFIM. So, more like that. But yeah. Ok, donc elle dit qu'en fait dans les crédits des chansons, il y a en gros 3 rôles principaux, c'est pour ça qu'il y a souvent plusieurs noms. Il y a le producteur qui lui est la personne qui va venir avec le beat principal de la chanson, on va dire le thème, le rythme, on va dire la suite d'accords. Il y a le compositeur, donc la compositrice, donc ça c'est son travail à elle, qui va venir avec la mélodie principale, souvent du refrain, la personne qui va écrire la première version des paroles et souvent qui va enregistrer elle-même la démo qui sera envoyée au responsable de chacune des boîtes, hein, c'est souvent elle qui l'enregistre. Et la troisième personne, c'est le réel parolier, on va dire, de la chanson finale, qui cette personne va récupérer en fait ce que SHORELLE a écrit et va l'adapter, souvent quand la chanson a besoin d'être traduite, là dans le cadre du travail pour la Corée, et donc qui à partir de ses paroles initiales va faire un petit peu sa sauce et réadapter sa chanson pour la langue de l'artiste qui va la chanter. Et en termes de crédit pour la composition, comment est-ce que ça se passe quand il peut y en avoir plusieurs? Elle explique que souvent c'est lié à des song camps où en fait il y a plusieurs compositeurs de chansons à travers le monde qui vont se réunir ensemble à tel ou tel endroit pour un atelier chanson, grosso modo, un atelier d'écriture, que en général dans ce genre de situation les droits d'auteur sont divisés à part égale. Par exemple s'ils sont 3, et ben chaque artiste va avoir 33,33333% des droits sur cette chanson-là, mais que en pratique, souvent, soit elle compose toute seule, soit elle compose avec l'un de ses meilleurs amis et collègues préférés, qui est un excellent songwriter coréen avec qui elle travaille régulièrement et pour lequel elle a travaillé pour ITZY et Twice notamment. Donc c'est du travail à 2, mais là c'est plus en binôme. Voilà, mais il n'y a pas vraiment d'aller-retour, c'est plus une question d'étape entre le producteur, le compositeur et le parolier définitif qui va adapter la chanson pour l'artiste.
D'accord. Et elle peut donner le nom de son ami compositeur ou pas? Ou c'est secret? Alors, elle l'a donné, c'est juste que je m'en suis pas rappelé. Can you just remind me the name of your composer friend that worked with you with Oh, Young ITZY? Chen, Young Chen's, Young Chen's. Young Chan. Ok. Voilà. Yeah, he just wrote the single of NCT 127 Fact Check. He wrote that. It dropped yesterday. Voilà, donc c'est lui qui a écrit le fact-check Cool. des NCT qui est sorti hier. Ok. He's cool. He's cool. He's a bro. He's cool. c'est un brou. Est-ce qu'elle a choisi avec qui elle travaille ou à quel artiste elle donne une chanson? Et est-ce qu'elle a déjà refusé des artistes? Okay, do you get to choose who you're working with or which artists you are offering and pitching a song to? And did you ever refuse some artists for some of your songs? Okay, so I have always had my favorites in terms of like my groups. I'm not gonna say who's my favorite, but I just said I know who they are. But so ideally, I would like my songs to go to them. Having said that, I actually there was like this one song that written for the Nine. It's called Sphinx. It was my first title track in China, and at first the Everglow actually took the song, and I was excited because I'm a huge fan of Everglow. But then, because they were under the same company and the Nine were desperate for a single, when they heard the song, they wanted the song instead of Everglow. I was like, I had to choose between Everglow, an album track, or a title track with a new group that I don't know nothing about. And so I was like, well, you know what? They really want the song. Let's just trust our guts and go with it. And actually, my publisher was like, I think you should refuse it. And I'm like, let's go with this. I have a good feeling. I'm trusting my guts. And could have done really bad because, it was a new group. Could have just disband after immediately or whatever. Instead, what happened is that song went on to win all so many prizes. Is crazy. It went on to establish the record for for the fastest top selling single for the whole year. It was Year of the Song 2020. It was even played at Tokyo Olympics. It was to this day, it's probably my biggest song in terms of popularity. And that really taught me not refuse anything that life offers you, because you never know when it's gonna be your big break. And in terms of record selling and all of that was my big break. So, the song is called Sphinx, that's right? Sphinx by the Nine, yes. Ok, donc elle explique que en fait non, elle refuse pas trop, qu'elle a bien évidemment ses groupes préférés qu'elle ne va pas nommer, hein, bien évidemment, mais elle-même sait qui elles sont, donc forcément elle aime bien quand ses chansons vont plutôt à ces groupes-là qu'elle aime bien, mais elle a une anecdote intéressante qui est une chanson qu'elle avait écrite pour URA, la boîte chinoise d'Everglow, tout à fait, qui était une chanson qui avait été donc sélectionnée pour un album d'Everglow pour une B-side. Et en fait, dans la même boîte, il y avait un nouveau groupe de garçons qui s'apprêtait à faire ses débuts, qui s'appelle The Nine, qui a entendu la chanson, voilà, et qui voulait absolument cette chanson-là. Il l'a trouvé super cool. Et donc, l'agence UA a demandé si plutôt que de donner la chanson à Everglow, il pouvait la donner à The Nine. Donc, elle a dit qu'elle s'est beaucoup posé la question parce qu'elle aime beaucoup Everglow. Alors, elle s'est dit, est-ce que du coup, ça vaut le coup d'insister pour que ce soit Everglow et que cette chanson-là finisse en B-side? Ou est-ce que je prends le risque d'accepter ce qu'a demandé le producteur et de la confier à ce nouveau groupe-là pour son début, sachant que eux voulaient en faire leur title track, qui s'appelle Sphinx. Et donc même son producteur à elle lui a dit non mais tu devrais refuser, t'avais écrit pour Everglow, etc., etc. Et elle a dit bah écoute non je le sens bien, le groupe a l'air motivé par la chanson, on laisse le groupe qui veut la chanson prendre la chanson. Donc en effet c'est The Nine qui a enregistré Sphinx, ça a été leur title track. Et cette chanson-là a fait un carton en Chine. Et ils ont gagné plein de prix avec elle pour leur début. Et elle dit qu'à ce jour, c'est toujours la chanson parmi celles qu'elle a écrites qui a eu le plus de succès. Donc elle dit finalement, on ne sait jamais quelle chanson va ou pas avoir un gros succès, quelle chanson va ou pas être un carton, et que ça lui a pris finalement à ne jamais dire non
quand on lui propose quelque chose pour une de ses chansons. Ah, c'est incroyable. Est-ce que c'est des fois c'est elle qui va vers les agences ou c'est toujours l'agence qui va vers elle? Okay, do you get to contact the various agencies directly, or do you wait to be contacted by the agency with a pitch? So I have publishers who are very well known, respected in the field. So what happens is that these labels, A&Rs, so like talent scouts, they send over the briefs and instruction to the publishers who then send it to me. So that's pretty much how it works. However, one of the advantages of living in Korea is that you can actually meet the A&Rs. You can meet them, become friends with them, exchange contacts. So nowadays I get both briefs and requests directly from the A&Rs or directly from my publishers. It's both of them. Ok, donc en général, c'est elle qui reçoit les pitchs. Les pitchs sont envoyés à son publisher, qui donc travaille directement avec les agences. Mais elle dit que l'avantage d'habiter maintenant à Séoul directement, c'est qu'elle peut elle-même rencontrer les équipes qui sont en charge de composer les albums pour les groupes. Et donc de se lier d'amitié avec eux et de monter un petit peu son réseau. Donc elle dit que maintenant, elle reçoit des pitchs de deux sources différentes, soit directement par son publisher pour les pitchs que lui a reçus d'agence, soit directement les équipes des agences la contactent elle pour lui donner un pitch en main propre d'une certaine manière. Ok. Et est-ce que ça lui arrive de rencontrer les artistes pour lesquels elle travaille? Okay, do you ever get to meet the various artists for whom you're writing? Yeah, especially if I'm recording them. So if they're singing one of my songs, I usually go in the label and record them, because it's like not just recording, but also like help them with vocal direction. Because the thing is that the artists, they always have very like they don't have a lot of time to study the song. And so sometimes they get given the song like just a couple of days before the recording. So it's very stressful for them sometimes. And so to be there and to help them, just give them a few advice, if they don't know how to sing a part, be like, just have to smile more or just more volume. Just like sometimes it's just like going like that, to be honest with you. They feel like much better. They perform much better. And like if they perform the song better, everyone is happier, right? Also, that's one of the reasons why I moved to Korea, because I love vocal directing, and I'm a vocal coach as well. So it kind of was like the fact that I'm here. I met ITZY and I met Twice when I was recording them. I didn't meet SSERAFIM, but I done backing vocals for them. So I've done like the harmonies and hidden voices in No Celestial, No Return when I wrote for them. They send me like autographed copies of the albums with like, little writings inside, like thank you for the song or whatever. Like they're nice, they're really nice. And so the main thing is that, you get to meet them, you get to chill with them. I met ITZY, I'll be honest with you. I know you're a fan, but still, I'll be honest with you, I was very embarrassed because I'm a huge fan of Ryujin. I'm a huge fan of her. So we were like chilling together in the sofa while she was waiting to get in the vocal booth, and she was like super cool, just there sitting down, and she was looking so beautiful that I couldn't even look at her in the face without screaming. So instead I looked at her shoes. She was wearing this like Versace slippers, I think, and I was like, those are so cool shoes. And she probably must have thought it was a nutter that she's just into feet for some reasons, when in reality I just couldn't look her in the face. Okay. Then when she went inside the booth to record, just last thing, when she went inside the booth to record, I kept on opening up the microphone and tell her like, so pretty, then carry on, and just that. Ok. Donc elle dit que oui, très régulièrement, elle rencontre les artistes, et principalement lors de l'enregistrement de ses chansons. Elle dit que c'est l'un des avantages, et d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle elle a été se relocaliser à Séoul, parce qu'en fait, en plus d'être compositrice,
Elle est également coach vocal, donc elle aime bien être présente pendant les phases d'enregistrement pour pouvoir aiguiller un petit peu la manière dont les artistes vont enregistrer ces chansons. Surtout qu'elle explique que ça ne surprendra personne. Les idoles ont souvent un emploi du temps hyper chargé, et donc très souvent, ils ou elles reçoivent les chansons genre 2 ou 3 jours avant d'entrer en studio pour l'enregistrer, donc ils n'ont pas eu vraiment le temps de se familiariser avec la chanson. Donc elle aime bien être présente pour pouvoir dire non, souris un petit peu plus quand tu chantes ça, ou chante-le un petit peu plus doucement, ou chante-le un petit peu plus fort, de manière à pouvoir donner une meilleure performance de la chanson, parce que finalement dans ce cas-là l'artiste est content, elle est contente, la maison de production est contente, et les fans sont contents, donc tout le monde est content. Et elle dit qu'en fait les artistes sont tellement stressés justement par on va dire ces timings serrés et cet emploi du temps un petit peu de malade, que parfois rien que le fait d'être présent et de leur sourire ou de leur faire un petit cœur avec les doigts, ça va changer un petit peu le ton de l'enregistrement et détendre un petit peu tout le monde dans une industrie qui va très vite. Et elle a raconté, parce que du coup en off, on a un petit peu parlé, et je disais que moi j'étais sur fan d'ITZY, donc elle dit je sais que t'es fan d'ITZY. Quand elle a enregistré avec les pépettes, elle est notamment très très fan de Ryujin, et donc pendant la phase de pré-enregistrement, elle s'est retrouvée à chill avec Ryujin sur un canapé, et que elle l'a trouvée tellement jolie qu'elle n'arrivait pas à la regarder droit dans les yeux. Donc en fait elle passait son temps à regarder ses chaussures qui étaient des pantoufles Versace. Et d'ailleurs, elle est à moitié convaincue que Ryujin a dû croire qu'en fait c'était une grosse chelou qui était fan de pieds, parce que du coup elle regardait ses pieds plutôt que de la regarder elle pendant qu'elle discutait, mais que du coup elles ont pu discuter un petit peu et détendre l'atmosphère, et que du coup quand Ryujin est entré à l'intérieur de la pièce pour enregistrer, très régulièrement entre les prises, elle lui a envoyé des petits messages vocaux via le micro du studio pour lui dire c'était trop bien, t'es trop jolie, etc., pour essayer de casser un petit peu cette image de personnes cheloues qui regardent des pieds. Voilà. Ok. Et c'est quoi son meilleur souvenir en lien avec la K-pop depuis qu'elle travaille dans l'industrie? What has been your best K-pop related memory so far since you've started working in this industry? Funny. Let's see. There's honestly a lot. Let me think. I think that, to be honest with you, going into after we wrote Crazy Stupid Love, JYP invited us to the first concert of Twice in Seoul when they were performing the Ready to Be tour. Our song, Crazy Stupid Love, was, they kept exactly the concept that we wanted. They kept the title, they kept most of the lyrics in the chorus. So for me, it was a fantastic moment, honestly, because I really liked that song and I loved the lyrics in that song. And we were told that was the fan song. So it's usually performed as the last song of the concert. And when it's performed, they were distributing banners with the message for Twice, and everybody goes like that with just showing the banners and all of that, and while the members are singing. And of course, I was there with my co-writer Young Chance. We were sitting next to the stage, and we could see the members performing and all of that, and I could see the whole stadium that was singing la and I was like, damn, that song, man, we wrote it just a few months ago, and now everybody knows it. Everybody's just with a freaking banner going like that, and Twice is singing that. It was a huge stadium in Seoul, and I was like, bitch, that's my life. I can't believe it. And I was like, wow, that's huge. I'm sorry, I'm very candid, I'm very honest. I'm sorry if I swear a lot. I was like, that's my life. I can't believe that. And I was like, yo, I'm thinking about that little 6-year-old that I was living in the tiny town in Italy, telling everyone, I'm going to live abroad. I'm going to be a singer-songwriter. And everybody be like, just shut up. You're going to be a nobody. I was like, look at me now, bitches. Look at me now. That was probably the best moment
Yeah, in the best possible way. I mean it though. Fuck you haters. Like, honestly. Ok, donc elle explique que l'un de ses meilleurs souvenirs, c'est que suite à l'écriture de Crazy Stupid Love avec son partenaire Yang Chan dont elle parlait tout à l'heure, JYP les a invités à la première du concert des Twice à Seoul sur la tournée où elles allaient chanter Crazy Stupid Love, donc dans l'énorme stade, et que elle explique que c'était vraiment un super moment de les voir chanter. En plus, c'était une fan song, donc c'était vraiment tout à la fin du concert quand les fans sortent les bannières et tout. Donc elle était dans la loge juste à côté de la scène, elle pouvait voir le concert de très très près, et le fait de voir les membres chanter sa chanson, surtout que elle explique que c'est l'une des rares chansons où justement les paroles avaient été très très peu changées par le parolier, c'est-à-dire que l'essentiel de ce qu'elle avait écrit elle était gardé dans la chanson, et principalement le refrain. Et elle se dit quand même, c'est fou que cette chanson qu'on a écrite il y a quelques mois, aujourd'hui, là, elle est chantée par un super groupe dans un stade, et qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de reprendre les paroles de la chanson qu'on a écrite, nous, il y a quelques mois, et que ça, c'était vraiment un super souvenir pour elle, et qu'elle se souviendra toujours de la petite fille de 6 ans et demi qu'elle était dans son petit village d'Italie de 1000 personnes, où elle disait à tout le monde, moi, quand je serai grande, je vivrai à l'étranger, et je composerai des chansons, et tout le monde lui disait, mais c'est bien ma fille, tu seras personne. Et du coup maintenant elle a envie de dire comme dans la chanson Blackpink, look at me, voyez où j'en suis, et fermez vos mouilles, ouais. Et voyez, moi j'ai réalisé mon rêve, quoi. Voilà. Okay. Et que ça c'est un super moment. Ouais, je me doute. De quelle chanson elle est la plus fière, justement? Est-ce que c'est celle-ci ou une autre? So, which one of the songs are you the most proud of? No, I can't say this because no, it's like choosing between your babies. You can't. Every song was honestly, every song was incorporating like a different mood, totally different mood. I think that honestly, I will say this though. When I wrote, I think honestly, with you, I mean like. When we wrote Chillin Chillin for ITZY, it was great the way that it happened because it was my first session with Young Chance. We just met. We were both 2 hours late for the session. I showed up with some macarons that went completely, like they became smoothie because it was so hot. And I was a huge fan of this guy's work. So I was like, oh, I'm sorry. Like I'm a mess, as you can tell. And actually, in that session where we wrote Chillin Chillin, we jammed out the whole song. We finished very quickly, like in an hour or something like that. It was almost like it was already written in our heads. And we spent the rest of the time debating whether we wanted to order normal fried chicken or chicken teriyaki. And we were just trying to understand what we wanted to order. And that song was immediately placed to ITZY. No, this is true, though. Like, the song was immediately placed to ITZY. So I think that I'm kind of proud of that song most just because it was so easy to write. It's almost telling me it was destiny that I was like meant to write that song because it came to us so naturally. It was crazy. Okay. Well, other songs they needed rework. Yeah, but that one was pretty much already written. Yeah. Ok, donc elle dit que c'est difficile de choisir la chanson pour laquelle elle est la plus fière, ce serait un petit peu comme choisir entre ses différents enfants, ouais, voilà. Lequel on préfère. Mais si elle doit absolument en choisir une, il y a un souvenir qui l'a principalement marqué, c'est lorsqu'elle a composé Chillin Chillin pour les pépettes, parce que c'était la première chanson qu'elle a composée donc avec Yang Chan, son parolier dont elle a parlé plusieurs fois, qu'ils étaient tous les deux en retard à leur rendez-vous pour travailler ensemble, que lui est arrivé avec une boîte de macarons où il faisait tellement chaud que les macarons c'était presque devenu des smoothies, et que du coup il y a tout de suite eu le déclic, et en fait la chanson ils l'ont écrit genre en 1 heure. Et elle était finie, quoi. Et du coup, en dépit du retard, il leur restait du temps. Donc, ils ont passé le reste du temps ensemble à débattre déjà de l'industrie, mais surtout du fait, est-ce qu'ils allaient manger plutôt du poulet normal ou du poulet teriyaki. Donc, du coup, ce souvenir-là, elle en est particulièrement fière de cette chanson parce que elle est venue toute seule et que c'était presque comme un signe du destin qu'il fallait que cette chanson soit écrite, alors que la plupart de ces autres chansons demandent beaucoup, beaucoup plus de travail.
Ok. Donc les pépettes, c'est ITZY, hein, pour ceux qui sont pas souvent sur la chaîne. Voilà. Je précise. Alors, je vais juste lui traduire un truc que j'ai vu dans le chat qui m'a fait rire. There's someone in the chat after you the anecdote with Ryujin and the shoes who asked if Ryujin sent you a pair of shoes after the songwriting session to thank you. Ah, non, There's no sound. Yeah, the sound was cut. Can you hear me now? Yes. I wish. Versace sleepers? Bro, I'll be the first one to resell them probably. No, it's just, I wish. I love fashion. I keep on buying designer bags I can't afford. Somebody got to stop me. So, no, I would love for that. But no, but I will say that after I turn on the microphone millions of times just to tell her that she was pretty, she was so perfect, everything I ever wanted in life, all of that. At the end of the session, she kind of like, it was like, I can give you a hug if you want to. I was like, oh, sure. We just, that's Ok, donc elle dit que malheureusement elle a pas eu de chaussures, même si probablement si c'était des Versace, elle les aurait revendues pour avoir des sous, parce que en fait elle aime beaucoup la mode et elle dépense beaucoup trop d'argent à acheter des accessoires de mode, des sacs et des choses comme ça. Mais pour compléter l'anecdote, en fait, à force de dire à Ryujin pendant qu'elle enregistrait qu'elle était trop jolie, que c'était trop bien, etc. Après la session, elle est sortie de la bulle d'enregistrement. Et elle est venue lui demander si elle voulait un câlin, et qu'elle a dit mais grave, et que donc elle a eu droit à un câlin de Ryujin. Ok. Et pour ceux qui sont sur YouTube, dans le chat, en fait, il a été demandé si Ryujin avait offert des chaussures à SHORELLE pour la remercier par rapport à l'anecdote qu'il y a eu précédemment. Voilà. Avec quel artiste où elle n'a pas encore travaillé, avec lequel elle n'a pas encore travaillé, elle aimerait travailler justement? Okay. Is there someone you haven't worked with yet that you would love to work with? So, where do I start? Okay, first of all, okay, so I will say, well, Blackpink, of course, come on. XG, huge fan of XG, especially Harvey. The way she raps, I'm like, she's so dope. So Harvey, she has a very unique voice. Oh my goodness. It's just, she's like, whenever I rap, I think like, what would Harvey do? Like, honestly, because she's like, boof, it's her and Ryujin for me, like when I rap. So XG, Everglow, I'm a huge fan of them, like huge fan. In terms of like boy groups, I think it would be ENG-FR. I think I listen to either like so much, might be because my friends wrote it, but also because it's such a good song and their vocals are crazy, not to mention they're also cute. So it's like a whole package right there. So ENG-FR, BTS, because of course I'm an ARMY and always will be, so it would be the dream. And then last but absolutely not least, ITZY. Damn, ITZY, wow, they're so dope. Like, the crush that I have on Sen, it's insane. Unintended. Like, legit. Whenever I'm bored and I'm working, I'm sending files. When you send vocal files, you have to go through them, correct the pitch. It's boring. I just put here my phone, and I'll be just looking at San thirsty videos. And I just look at that, and I'm like, damn, he's a candy for the eye. And just keep on editing. That's what I do. Please translate. Ok, donc elle dit que sortie des évidents comme Blackpink et BTS, elle aimerait beaucoup travailler pour XG. Elle adore notamment, Harvey, c'est ça? Elle adore Harvey, sa voix et la manière dont elle rappe. Elle dit que d'ailleurs elle-même, quand elle doit enregistrer des passages de rap dans les chansons qu'elle pitch, elle canalise moitié Harvey, moitié Ryujin. Elle aimerait bien aussi travailler pour Everglow parce que c'est un groupe qu'elle adore. Et dans les groupes de garçons, elle aimerait travailler pour ENG-FR qui sont extrêmement talentueux en plus d'être beaux gosses, donc c'est un package complet. Et surtout un groupe dont elle est vraiment très très fan, c'est ITZY. Et elle explique d'ailleurs qu'elle a sur son téléphone, elle passe des vidéos de Sam quand elle doit faire un truc assez chiant pour corriger le pitch des chansons avant d'envoyer le machin. Donc pour se donner de la motivation, elle se passe des vidéos sur son téléphone pendant qu'elle fait ce travail-là. Ok.
La question un peu plus sérieuse. Avec l'avancée de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle a peur de l'avenir de son métier de parolière? Oh, okay. So more serious questions. With the advance of artificial intelligence, do you have concerns about the future of your profession? No, absolutely not. To be honest with you, no. Like, first of all, I know that eventually, technology will take over and blah, 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 but I know that people will always need music, people will always need creativity, and I honestly don't think that creativity can come out of a machine, I'll be honest with you. Especially not a machine programmed. Like, nobody can really replace, like, experience. Like, robots, yes, they learn, but they don't experience. There's a difference right there. When you experience a breakup and when you know what a breakup is, there's like two different things. And I believe like that only the first person can write about it. Actually, I love artificial intelligence. Like sometimes when I write for boy groups, I would use like Justin Bieber voice. I would record my voice and then use Justin Bieber voice in mine, and it sounds dope. So I think it has a lot of good perks. And to be honest with you, if you're really good at your job, nobody can replace you. That's how I feel. Ok, donc elle dit que non, mais alors pas une seule seconde, elle a absolument pas peur des intelligences artificielles parce que les gens auront toujours besoin de musique, les gens auront toujours besoin de paroles et elle pense pas que la créativité que tu peux avoir en tant qu'être humain puisse être imitée même dans l'avenir où les machines vont dominer le monde, ça pourra pas remplacer l'expérience humaine et que notamment quand tu t'es fait plaquer une fois dans ta vie, il y a une différence entre parler de quelque chose que tu as vécu et dont tu as eu une expérience de première main et essayer d'imaginer ce que ça pourrait être de quelque chose que tu n'as pas vécu. Et elle explique au contraire que elle est même plutôt pour les intelligences artificielles, qu'elle s'en sert également dans son métier. Par exemple, quand elle écrit des pitchs pour des groupes masculins, elle enregistre le pitch comme elle fait d'habitude, mais elle transforme sa voix avec une intelligence artificielle en utilisant un robot qui la transforme en Justin Bieber pour qu'elle voit ce que ça donne avec une voix masculine et que du coup ça peut être un outil pratique, mais que rien ne remplacera l'expérience de première main d'un être humain dans son domaine et dans son métier. Ok. Et dans le long terme, est-ce qu'elle a des objectifs comme par exemple monter une agence, créer un groupe ou autre ou pas? Okay, do you have any long-term goals in this industry, like make up your own label or start your own band, etc.? Yeah, so I definitely want to establish myself as, my main goal is to be like the biggest songwriter. In terms of like short-term goals, my biggest goal is to become the biggest songwriter female in Korea. That's definitely that. And I'm planning to achieve that within the next 1 or 2 years. And then after that, I am trying to, just become like also some sort of like bridge and connection between like foreign talent and the Korean talent. To kind of be that person that sources new talent and kind of like takes that to Korea. So yes, I'm planning to have my own label. Where I'll be acting as a director and A&R and main head songwriter. That's my idea. I definitely want to do more stuff with television, 100%, because I really enjoy it. I've done a few things in Korea, but I'm definitely planning to do more. And I definitely hope that I can do more for OSTs and for singing in television and all of that. I've done so far like OSTs of like K-dramas, so I hope that I can continue doing that, and so that my poor Nana at home can hear me singing sometimes, because she's always like, you have a beautiful voice, but somebody else is singing your songs. I'm like, it's okay, Nana. You can actually, it's like breaks my heart, so I gotta do that for her, Okay, I will translate, but I will say that the next question is actually perfect for what you've just said, and it's going to be fun. Ouais. Ok, donc elle dit qu'en effet, elle a plein de projets à court et à long terme. Déjà, son projet à court terme, c'est de devenir la compositrice féminine
la plus grande compositrice féminine du milieu musical coréen et qu'elle se laisse 1 à 2 ans pour atteindre cet objectif. Mais qu'à moyen et à long terme, ses objectifs, c'est en effet d'ouvrir son propre label parce qu'elle aimerait bien servir de chaînon manquant entre la Corée et les talents étrangers. Pouvoir amener en fait en Corée des artistes qui ont envie de travailler dans le milieu et qui viendraient d'autres pays et de servir un petit peu justement de chaînon manquant, éventuellement monter son groupe, mais en tout cas dans son label de diriger ça, de pouvoir promouvoir des artistes et de elle-même choisir leur couleur vocale et de servir de A&R, donc de service on va dire de recherche musicale, les gens qui actuellement travaillent avec elle. Donc elle dirigeait ça et il y a autre chose qu'elle aimerait bien faire, c'est travailler plus avec la télévision parce qu'elle a elle a fait plusieurs projets dans ce domaine et ça lui a beaucoup plu, notamment le fait de travailler pour de certains K-dramas et d'enregistrer certains OST pour ces K-dramas parce que elle dit que c'est vrai que souvent dans sa famille ou ses amis on lui dit oui et tout, t'écris des super chansons mais c'est jamais ta voix qu'on entend, ce serait bien qu'on entende un petit peu c'est la question d'après, comme tu l'as dit. Et voilà. Et donc, elle aimerait bien développer plus d'opportunités également dans ce domaine. Ok. Bah, du coup, la transition, elle est parfaite. Donc, elle est, comme on l'a dit, elle est également chanteuse. Elle a chanté l'OST When We're Together pour le drama No We Are Breaking Up. Comment elle a eu cette opportunité? Okay, so you're also a singer, and you have sung you've worked on the Now We Are Breaking Up OST with the song When We're Together. So how did this opportunity come by for you? It's actually a funny story. So one of my friends, and she's also my manager now, but at the time she was just one of my friends. She's very well connected in the industry. She used to be head A&Rs in SM Entertainment. She got this message from the director, the music director of the drama, who also directed other famous dramas like Crash Landing on You and Pinocchio and all of that. And it was like, we have this song for this drama that it's written, but we are struggling to find the right singer because it needs to be somebody that can sing well in English. She needs to have that nasal, a little bit sexy voice, not kind of Ariana Grande style. She needs to be also based in Korea or at least be willing to come to Korea to record the song. She was like, I think I got the perfect girl. So she texted me and she's like, can you please send me like a few demos to show your voice? I was like, sure, why not? So I just sent her that. I had no idea what this was for. And she got back to me and she was like, okay, I sent it to the director. They listened to it and like within like 20 seconds, they were like, that's it, she's the one. And they immediately called me and they were like, can she come to record in 2 days? I was like, okay. So I get given the part and I have to learn all of a sudden this song like randomly. I was like, okay, cool. I went there and I recorded in the studio where famous balladists like Henry record and where in general the OSTs of K-dramas are recorded. It was like a super fancy ass studio. And I was like there, it was like, God damn it. Like, I'm wondering how many foreigners have been here. Turns out it's just me. So I was like, okay, cool. Representing the whites, I guess. But anyways. Anyways, I was there and I was singing a song and they were like, they were so nice. They kept on be like, oh, you're so good. And I was like, oh, come on. Like, because Koreans are so polite and so nice. And it's like, oh, they're sweethearts. You know, they will only tell you like good things. So we finished recording in like an hour. It was very quick, honestly. And then the song came out and the best part, here's the best part. Here's why it's funny. So, when the song came out, it came out in November. I recorded it, I believe, in June. And when when the drama came out, the song it's at the beginning of the second episode, you like at the very beginning, you listen to the full song. But it's I think like the only song that it's there for the entire duration of the song. But I didn't really care about it because when they also put it in the trailer, like as the promo song for the drama, in the trailer, you see the two characters banging, like having sex, going at it.
Usually in dramas, it takes like 400 episodes to see one kiss, where they're like, this is the mouth, and this is the other mouth, and just go like this. That's it. Ooh. And just like, no, no, no. Just like all that. And in this drama, of course, they were just going at it for the trailer. And I was like, I can't believe they used my song to just have bang, bang. I was like, I adore it. I live. So, of course, I posted it. I was like, the best moment of my life. 2 people banging on my song. So, yeah, so afterwards, I texted my parents, like, you can finally be proud of me. Because it's probably the only time that in a drama they're explicitly having sex. Guess who they're banging to? My song. So, yeah, that's what I did. You can translate now. I'm so sorry. Alors, ok, donc elle dit que c'est une anecdote assez marrante. En fait, c'est une personne qui est aujourd'hui son manager, mais qui à l'époque était juste son ami, qui travaille aussi avec SM, qui s'est retrouvée à discuter avec les producteurs de ce drama-là, et qui lui disait justement, on a besoin de trouver une voix pour chanter la chanson. La chanson a été écrite, mais on veut quelqu'un qui puisse chanter en anglais de manière convaincante, et soit qui soit basé à Séoul, soit qui soit ok pour venir enregistré à Séoul. Et du coup, la personne l'a contacté en lui disant, est-ce que tu pourrais pas m'envoyer juste 2 ou 3 démos? Elle savait pas pourquoi elle devait faire ces enregistrements vocaux, mais donc elle envoie à sa pote 2-3 enregistrements vocaux, et elle a ramené ça à la production. Ils ont commencé à l'écouter, et au bout de même pas 20 secondes, ils ont arrêté la bande. Ils ont dit non, ok, c'est bon, on la tient, c'est elle qu'on veut. Ils l'ont appelée direct, ils lui ont demandé si elle pouvait venir enregistrer au bout de 2 jours seulement. Donc c'était un petit peu soudain, mais elle a évidemment accepté. Elle a dit ça sortait vraiment de nulle part. J'ai fait quelques démos, puis tout d'un coup on m'appelle, on me dit que dans 2 jours je dois aller enregistrer la chanson. Donc elle s'est retrouvée dans l'un des plus grands studios d'enregistrement de Séoul, dans lequel l'immense majorité des OST, des dramas sont enregistrés. Et du coup, elle a dit c'était un studio immense, plein de bling bling. Et elle a posé la question de savoir combien d'étrangers étaient déjà venus dans ce studio. En fait, c'était la première et jusqu'à présent la seule. Donc elle a dit ouais, team pas asiatique représente. Voilà, donc elle était sur place, elle était assez fière de ça. Donc elle a enregistré la chanson assez rapidement. Elle a dit les prises de voix ça a duré même pas 1 heure, mais ce qui lui plaît le plus dans l'anecdote et le fait qu'elle trouve ça vraiment marrant, c'est que sa chanson, donc la chanson qu'elle a enregistrée, apparaît dans le 2e épisode du drama en question. Mais non seulement ils l'ont utilisé dans l'épisode, et c'est une des seules chansons de l'OST qu'on entend en entier dans un épisode, on l'entend de bout en bout, mais en plus ils l'ont utilisé dans la bande-annonce du drama pour vendre le drama, et que elle dit d'habitude dans les dramas coréens, pour les dramas, les histoires d'amour, ça prend à peu près 400 épisodes avant que le personnage masculin principal et le personnage principal féminin acceptent d'échanger un bisou. Elle dit, là, c'était le 2e épisode de la série, et ils baisent. Et du coup, ils ont pris ce passage-là, et ils ont mis ce passage où ils baisent dans la bande-annonce, et avec sa chanson en fond. Et du coup, elle était très très fière, et elle dit, elle a même appelé ses parents en disant que, à partir de maintenant, vous pouvez être vraiment fiers de moi, parce que non seulement on entend ma chanson, mais en plus, pour l'une des premières fois où dans un drama coréen, on voit vraiment 2 personnages qui baisent à l'écran, devinez sur quoi ils baisent? Et sur ma chanson. Voilà. Donc elle était très très fière de ça, elle trouvait ça très très marrant, et que voilà, c'est une anecdote qui lui plaît. Ok. Est-ce qu'elle a déjà collaboré avec un artiste de K-pop, donc en tant que chanteuse, un duo? Et sinon, avec quel artiste elle aimerait faire un duo si c'était possible? Okay, so as a singer, have you ever collaborated with another K-pop artist? And if you could have right now a duet with any K-pop singer you could choose, who would you pick? Damn. Our questions are difficult. I can choose. I mean, okay, I'll be honest with you. Gray, I don't know if we can consider that K-pop because it's K-hip-hop. But anyways, Korean music in general, always consider that. Yeah. Korean hip-hop, Gray. He's in OMG, and he's such a good producer. He's so good. Like the minute that you hear a beat and you have Gray, his tag there, you just know it's gonna slap. I think that 100%.
Donc elle aimerait bien travailler avec Gray, Ouais. qui est techniquement pas de la K-pop, mais plus du K-hip-hop. Mais elle dit que non seulement il est bourré de talent, mais en plus c'est un producteur de talent, que dès qu'on entend sa voix ou son Gray dans une chanson, on sait que ça va être un banger et que ça va claquer et que du coup elle aimerait beaucoup travailler avec lui. Yeah, he's way too good. Or alternatively, Plan B. these people are way too talented. That's the thing. Like everyone is so talented. Man, I think that just because I'm a big fan of them, I would like to work with Rose. I love to do. C'est rose. Yeah. Ouais. Donc elle est très fan, donc du coup elle aimerait beaucoup travailler avec The Rose. I love the Rose. They're so dope, and Wolfsong is like crazy talented. And so I think that the Rose and I would like to do maybe like an emo pop track, like Avril Lavigne style, because that's my guilty pleasure music. Like whenever like I get dumped, which is happens a lot, I just go in my playlist. Like it's true though. I just go there in my playlist, which is like emo throw TBT playlist, and I listen to well, you have to go and make things so complicated. Like that. That's my go-to cry song. So yes, I would collaborate with the Rose and do like an emo song. Donc voilà, donc elle aimerait beaucoup travailler avec The Rose qu'elle aime beaucoup et notamment faire une chanson de emo pop parce qu'elle dit que elle a une playlist spéciale à chaque fois qu'elle se fait plaquer. Elle dit que oui, ça arrive souvent et que donc elle a une playlist spéciale remplie de chansons emo qu'elle écoute pour pouvoir pleurer. Donc elle chantait un petit peu de Avril Lavigne et tout, mais que du coup, ouais, elle adorerait faire ce type de chanson avec The Rose parce qu'ils sont très doués pour ça et que ce serait très fun. D'accord. Mais là, elle a jamais fait de duo. Enfin, de non. Ok. Ok. Et est-ce qu'elle apprend le coréen justement pour potentiellement devenir chanteuse en Corée? Okay, so do you speak Korean and would you consider actually singing in Korean rather than in English for your songs? Yeah, I mean, like I speak like basic Korean. I'm definitely not fluent, but I mean, like I can understand most conversation. I can get in the right taxi, that type of thing. I can order food, all of that. Ask where's the toilet, that type of thing. I definitely think that if I wanted to write my own song like that, I would need some help because, you know, just to make sure the sentences are correct, all of that. But I mean, in terms of like singing in Korean, I'm actually already doing it. Like for Twice, for ITZY, and especially for SSERAFIM, I've done all of the backing vocals that you hear. So like and they're all in Korean mixed English, but it's mostly Korean. And so it's so funny because I'm the only foreigner there. So whenever they're sending out lyrics, they have like a special version, which is for me, that it's like Romanized. They don't know that I can read. They don't know that I can read the alphabet. They're like, just in case, they're so nice. They're just sending me like a Romanized version. So whenever I receive that, I'm like, oh, they're so nice. And you hear like legit, like in Romanized, like, 안녕하세요. Just like, Ok, donc elle dit qu'elle a un coréen basique, elle peut commander à manger, elle peut suivre les conversations, elle peut commander un taxi, etc. Mais qu'en effet, si elle devait écrire une chanson en coréen, elle aurait sans doute besoin d'aide pour s'assurer que les phrases sont bien correctes, que la grammaire est bien placée, etc. Mais pour le fait de chanter en coréen, elle dit qu'en fait c'est déjà fait parce que très souvent dans les backing vocals qu'on entend des chansons qu'elle a composées pour Twice, pour ITZY, pour le SSERAFIM, en fait c'est sa voix à elle qu'on entend sur les parties en anglais et en coréen des backing vocals. Et elle dit que d'ailleurs c'est adorable, la plupart des studios lui envoient une version des paroles rien que pour elle où tous les passages en coréen sont romanisés parce qu'ils savent pas qu'elle peut lire le hangul en fait. Oh. Donc du coup elle a droit à des annyeonghaseyo écrits en toutes lettres avec l'alphabet romain quoi. Ok. Du coup, donc, voilà. Ça m'a fait penser à une question. Quand il y a la traduction anglais vers coréen, est-ce que des fois ça change un peu le sens de la phrase ou pour faire une rime en coréen par exemple, ou non, ils gardent toujours mot pour mot
Okay, so whenever the lyricist adapts what you have written in English into Korean, do they usually try to keep the same meaning that you've written in the verses, or do they, improvise something else, and there's sometimes a wide gap or difference between your lyrics and the actual Korean lyrics from the lyricist? It really depends on the concept that they have in mind and the creative input of the lyricist. I guess also like on the strength of the concept and if they like it. So, for instance, I remember that Crazy Stupid Love, like for Twice, it was exactly the same concept. I'm so glad that they kept it because the whole melodies are very much like Avril Lavigne inspired, honestly. And so like I love the fact that they kept that heartbreak thing, concept going on, all of that. There were times in which the concept have been changed, most of the time because maybe like the original concept was a little bit too aggressive and it kind of got a little bit less. So Toned I down. remember, yes, I remember for the Nine Sphinx, that original concept. Okay, so I was very angry at some people at university because after I got the contract for K-pop from my publisher in London, everybody thought, oh, like, how did she got there? She just got into school and like she already got the contract. I hate that girl, whatever. She probably just slept with him or whatever that is. Just because I'm a girl, right? So like that was fantastic. So after that, I was like, all right. So they started like actively bullying me, like saying stuff like I stole their songs, their melodies, everything. It got so bad that at one point, whenever I was like talking like in the class, like to reply to the teachers the questions, some of them would just get up and leave without saying anything and then come back after I was done talking. So it was that level of mental. So when I wrote the song for the Nine, Sphinx originally, the idea was to use the sound of the ambulance in Italy, which goes like Nino Nino. That's the sound of the ambulance in Italy. And I was like, okay, I'm gonna like these haters better watch out because I'm gonna come with a freaking ambulance. I'm gonna beat the shit out of all of them. I'm gonna put them all in an ambulance and just leave. All right. So that was the concept of it. And so where it says Sphinx in the chorus where it says like Neo, 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 originally was Nino, 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 which is like the sound of the ambulance. So I sent that. They were like, look, Shorelle, we love the song, but we might need to change the concept because it's a little too aggressive. And I'm like, sure. So like I became like super like a chicken, like sure. So yeah, but I remember that before I left the school, this like Sphinx was like my last song that I wrote at school. I was like 21. And I remember showing that to the class because we had to show in the last project. And I was like, listen to these songs very carefully because I can tell you guys that this is going to be a smashing hit. And you know what's the best part? When it's going to become certified platinum, you can know for a fact that it was all thanks to you. Because if you weren't being that mean to me, I would have never been that angry to write this song from the start. Thank you. And at that point, the song wasn't even out. We were like, oh, yeah, whatever, you're mental. A year later, it comes out and it becomes 5-time triple platinum. I'm like, that. And that. Karma's a bitch. Hi, bitches. That's that. Ok, donc elle dit que ça dépend beaucoup des chansons. Par exemple, Crazy Stupid Love, ils ont quasiment rien changé de ses paroles d'origine. Ils ont gardé tout le concept de A à Z. Ils ont simplement traduit en coréen ce qui avait besoin d'être traduit en coréen. Et que parfois, il y a d'autres chansons où c'est beaucoup plus modifié quand le concept colle pas. Et elle parle notamment du coup de la chanson Sphinx dont elle avait parlé tout à l'heure en disant que là, du coup, le concept a vraiment été énormément changé parce qu'il était trop agressif. Parce que à la base, la chanson a été écrite pour entre guillemets se venger et menacer d'une certaine manière tout un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui la bully en fait, qui la harassait
pendant qu'elle était dans son académie à London, en disant que oui, bien évidemment, elle a eu le contrat le premier jour quand elle est arrivée, c'est qu'elle a dû coucher avec le prof, etc. C'était une ambiance qui était vraiment devenue très très toxique jusqu'au point où il y avait même certaines personnes qui, dès qu'elles commençaient à prendre la parole pour répondre à une question du prof ou pour poser elle-même une question, il y avait certains autres étudiants et étudiantes qui se levaient et qui quittaient carrément la pièce parce qu'elle était en train de parler, quoi, et qui revenaient qu'après. Et donc, quand elle a écrit cette chanson-là, Sphinx, en fait, dans le refrain, Nio Nio, à la base, c'était Nino Nino, c'était le bruit, l'onomatopée, en fait, d'une ambulance en Italie, et que le thème de base de la chanson, c'était, du coup, vous... les rageux et les haineux, je vais venir vous voir dans mon ambulance, je vais vous péter la gueule les uns après les autres, et ça tombe bien, je suis venu en ambulance, je vais vous mettre dans une ambulance, comme ça vous pourrez aller directement à l'hôpital. Donc elle était un petit peu colère, et en effet les gens de chez UA lui ont dit écoute, Shorelle, on adore la chanson, et c'est peut-être un petit peu violent, donc on va changer un petit peu le concept. Alors elle a dit que bien évidemment elle a été tout miel et toute gentille en disant oui, je comprends, c'est pas grave, etc. Mais que pour terminer l'anecdote, c'est sans doute la dernière chanson qu'elle a écrite avant la fin de son cursus dans cette académie à London et avant de quitter London quand elle avait 21 ans, et que du coup elle a quand même passé la chanson avant qu'elle sorte à sa classe en leur disant souvenez-vous bien de cette chanson parce que ça va être un carton, ça va être une chanson de platine, et que d'une certaine manière c'est un peu grâce à vous, parce que si vous aviez pas été tellement des connards de bout en bout, j'aurais sans doute pas eu la rage suffisante pour écrire cette chanson. Que tout le monde a continué à se foutre de sa gueule en disant mais c'est bien, t'es gentil avec ta chanson, et que en effet quand un petit peu moins d'un an plus tard The Nine a débuté en Chine et que la chanson a été certifiée triple platine, elle était contente de ce retour karmique, et que elle espère que ses anciens camarades de classe en ont eu vent et se souviennent bien d'elle. Voilà. Belle leçon de vie. J'avais une question qui m'était venue, mais je l'ai oubliée, c'est pas grave, on va passer à la prochaine. Quels sont ses passe-temps quand elle a du temps libre? Okay, so what are your hobbies whenever you have some free time? I don't have free time. Ça n'existe pas, le temps libre. No. I am lucky enough that my hobby, everything I want in life is music, and I can do this every day. So when I'm not at the studio, I actually took the studio because I wanted to have a little separation between my life at home and my life in the studio. So when I'm here, I work. When I'm at home, I chill. But in reality, I mean, like, I have, other than music, I'm a huge fan of animals. And especially dogs and cats in the shelters. So usually when I'm free, I go to the shelters here and just hang out with the dogs or try to promote their adoption. Because I have a dog in Italy. I always had dogs, and I'm a huge fan of them. They're honestly the best people ever. They're amazing, and I wish I had one. Unfortunately, it's a little difficult to carry it with my schedule, and because I travel a lot for sessions, it's a little difficult. But my aim is to be able to get a dog and call her Kira. I would like a German Shepherd. Black, but it doesn't matter because I'm gonna take it from the shelter, so whatever happens, it's okay. But I would like to call her Kira because it's similar to Kirara, which was the name of the cat of Inuyasha, which is my favorite anime. And yeah, so, and the cat Kirara, so Kira the dog, Kirara the cat, and yeah, so sometimes I go to the shelter, or I go to the gym to try to keep myself more disciplined and all of that. Plus, there's a lot of hot guys at the gym. I mean, it's not that I'm going to do anything about it, but it's nice to look at. You know what I'm saying? It's win-win. Yeah. Ok, donc elle dit que le temps libre, ça n'existe pas vraiment, mais qu'elle a la chance en fait de travailler dans la musique qui a toujours été sa passion. Donc d'une certaine manière, sa passion et son travail, c'est la même chose, mais que c'est également pour ça qu'elle s'est pris un petit studio pour pouvoir faire un break entre quand elle est chez elle et où elle peut chill et quand elle est au studio, et que là du coup elle sait que
elle travaille, même si du coup les frontières sont un petit peu floues entre les deux. Mais quand elle n'est pas en train de travailler, quand elle est en train de pas faire de musique, elle aime beaucoup les animaux et ce qu'elle aime bien, c'est aller passer du temps dans des refuges pour passer du temps avec les chiens et les chats et aider les gens qui sont sur place à les motiver à adopter en fait, parce qu'elle elle a toujours adoré les animaux et elle aime bien utiliser son temps comme ça. Elle dit d'ailleurs que l'un de ses rêves, ce serait d'avoir un chien, un berger allemand noir qu'elle appellerait Kiara, qui en fait est un hommage au chat dans Inuyasha, qui est son animé préféré. Voilà. Et mais que actuellement c'est pas vraiment possible avec la vie qu'elle mène, avec le fait qu'elle voyage beaucoup et qu'elle a un emploi du temps de malade. Elle dit que pour l'instant c'est pas raisonnable, mais qu'elle aimerait bien à terme avoir un chien. Et voilà. Et sinon, son autre hobby, c'est d'aller à la salle de sport pour essayer de se discipliner un petit peu au niveau calorique, et qu'en plus, dans les salles de sport, il y a plein de mecs super beaux, même si elle sait que très probablement, elle fera rien avec, et elle ne fera pas le premier pas, mais c'est toujours plaisant à regarder. Bah, après, je lui enverrai une photo de mon berger allemand, du coup, si elle aime bien les bergers allemands. Okay, so Anthony says that he has a German Shepherd, so he's going to send you a picture after the show. Who of who? He Anthony has a German Shepherd, so he's going to send you a German Shepherd. yeah. What color is it? And I actually had a white Swiss Shepherd, so I can also send you a picture after the show. So. So cute. Thank you. I love German Shepherds. I'll send you pictures of my Maremma Shepherd, who's white, and it's an Italian breed, and it's so cute and fluffy. I'll send you pictures. Donc on va s'échanger des photos de chiens après le show. Ok. Ma question est revenue. Donc, je voulais savoir, est-ce que assez à l'avance, quand elle écrit une chanson, du coup, on retourne un peu dans le côté professionnel, est-ce qu'elle sait à l'avance si sa chanson sera une B-side ou une title? Oh, intéressant. Okay, so whenever you're writing a song, do you know in advance whether that song will be a title track or a B-side? And do you have that in mind when you're actually writing the lyrics for it? So the main difference between B-sides and title tracks is that the title tracks tend to be more danceable or hip-hop oriented. So more energetic. So when it comes to songs like Crazy Stupid Love or like Chillin Chillin, but especially Vanilla, those are all like more soft, like more words like acoustic oriented, like ballad oriented. Oh, even like XODO, I just wrote for him, and it's like it's a ballad, it's just an acoustic guitar song on the acoustic guitar. So that does not influence my lyrics writing at all. I just like, as always, I try to concentrate on a very strong concept. So to me, it doesn't really matter. Because I love singing, I love to do songs that challenge the vocals a little bit. So, just like, with not complicated, but just like, I guess not really straightforward patterns, but just like something a little bit more, research as in terms of melody. So it really depends on just the instinct. Like when I wrote the song for Mobile Legends and when I wrote the song for The Nine, I had no idea they would become titles. I just wrote them because that day I was feeling pissed at my haters and I just wanted to like write a fuck you song, to be honest with you. But it's just that. When I wrote the other ones, like for Twice or ITZY, I was just like, like in a different mood. To me, it doesn't really matter as long as the song is genuine and it's representative of what I'm going through in that moment and what like everybody else is going through in that moment in the room. Yeah. Ok, fair enough. Donc elle dit que c'est pas vraiment une question de title track ou B-side, mais qu'en fait elle y va plus au concept, même si c'est clair qu'elle sait que quand elle écrit une ballade par exemple, les chansons qui sont un petit peu plus douces sont rarement choisies pour être des titles. Mais en fait elle préfère se concentrer sur le concept, sur la mélodie, et notamment vu qu'elle-même est chanteuse, elle aime bien que dans toutes ses chansons en fait il y a un certain travail vocal qui sorte un petit peu du lot et qui soit pas forcément on va dire le chant standard. Elle essaye de mettre des parties vocales qui sont un petit peu plus intéressantes ou un petit peu plus originales que ce qu'on peut entendre habituellement.
Donc c'est plus une question de concept que de title ou B-side. Elle dit que d'ailleurs, quand elle a écrit la chanson Things pour The Nine, ou quand elle a écrit la chanson pour Mobile Legends, en fait, elle voulait juste écrire des chansons agressives, des fuck you songs, grosso modo. Elle savait pas forcément que ce serait que ça se terminerait comme étant un single et la chanson qui allait porter un album, quoi. En fait, elle se concentre sur la chanson quand elle l'écrit, sans savoir qu'elle va où est-ce qu'elle va terminer dans l'album, quoi. Ok. Et enfin, dernière question avant après de passer aux questions du chat. En ce moment, quelle musique écoute-t-elle et quels sont ses artistes de K-pop préférés? Même si tout à l'heure on en a un petit peu parlé du coup. Okay, so that's Anthony's final question before we move on to the questions from the chat. So his final question would be, which song do you most listen to these days, and what are your favorite K-pop artists? Not necessarily those you worked with, but in general. In general, okay, the song that I listen to most, you know what? I'm actually going to my Spotify and just looking through it because I don't want to lie. So, I mean, let me check. Yeah, so actually, I watched, I'm a huge fan of like the new Spider-Man series. And the song Calling, it's like very resonating with me because I feel like whenever I'm in the studio, I feel like very motivated to go to the studio and smash a banger. So like make a banger, make a very dope song. So I feel that I also I'm listening a lot to LMA right now, kind of because I want to get better in like R&B and all of that. In terms of like K-pop, I am listening. Damn, it's though, but I'm listening to ENG-FR a lot. I'm listening also to 2XT, like Back for More, because I like the way that melody goes. And I'm a little bit selfish, and I want to get paid good royalties. So I also added EXO Wonder that I wrote for him. Because I want to pay my rent, you know. And then there's also Crazy Stupid Love twice. And then because I was like, damn, I wrote that. So that I would say that. And favorite K-pop artist. Okay, my favorite artist of all Korea is J Park. I actually went to see his concert. I actually met him as well, like in other circumstances. Like I just met him, and in like you meet people in this industry. So I just met him, and he's like very cool, honestly, and he's very, very cool. So he has always been my favorite artist, and like All the Way Up is probably like my favorite song ever, and he's one of his songs. So it's just like the vibe, you know, just like, yeah, let's go, like let's grind. I love that. So J Park is definitely my favorite artist. I also have to say that everyone in NCT 127 is like, they're so talented. It's crazy. So I think collaborating with NCT 127 or, you know, like, or even Jackson Wang, who's like super talented, I think it would be the dream. So I would say these ones. And of course, ATEEZ, but that doesn't count because San is too hot. Like, I live. Ok, donc elle a été vérifiée sur son Spotify pour ne pas mentir, et les chansons qu'elle écoute le plus en ce moment, c'est la chanson Calling de la dernière série Spider-Man, parce qu'elle dit que c'est une chanson qui la hype bien et qui la booste bien quand elle a besoin d'écrire une chanson dynamique, etc. Elle écoute aussi ses chansons elle, parce qu'elle a besoin de payer son loyer, que donc finalement elle aime bien avoir des royalties, donc elle écoute Crazy Stupid Love ou la dernière chanson qu'elle a écrite pour XD, et que sinon ses artistes préférés, son artiste coréen préféré c'est J Park. Elle dit que c'est vraiment une personnalité à part dans le milieu, qu'elle a eu la chance de le rencontrer et qu'elle en est très contente. Et sinon les gens qu'elle aime beaucoup, c'est Jackson Wang, c'est ENG-FR et ATEEZ, mais NCT oui, NCT 127, ouais. Tout à fait, qui sont tous très très talentueux, et ATEEZ, mais ATEEZ ça compte pas parce que ça est trop sexy, je cite. Ok, bah du coup maintenant on a fini les questions, mes questions, on va passer aux questions du chat si le chat a quelques questions. J'espère que Shorelle passe un beau moment.
We hope you're having a good time, and now we're asking the chat to see if they have any specific questions for you. 100%, of course, of course. I'm trying to read, but everything is in French, you guys. So, try my best. Il y a Selene qui demande si elle écrit d'habitude en anglais ou dans une autre langue. So, do you usually write in English or do you write in another language, like maybe Italian, for example? No, I usually write in English mainly because in English I'm not ashamed. I have like 0 filters, and for songwriting it's really good. In Italian, I would be like, my nana can understand what I'm saying, so maybe I can't talk about that. You know what I'm saying? So definitely in English. Sometimes I write in Italian, but in Italian I'm much more discreet. And my nana is like, yeah, she's such a good Christian girl. And I'm like, yeah, sure, Nana. Donc elle écrit principalement en anglais parce que ça lui permet d'écrire sans filtre. Elle écrit de temps en temps en italien, mais c'est rare, et elle est beaucoup plus cadrée parce qu'elle sait que les gens de sa famille peuvent plus facilement comprendre les paroles, et notamment sa grand-mère, et du coup elle écrit que des chansons gentilles en italien, comme ça sa grand-mère est convaincue que c'est une gentille fille bien chrétienne. Ok. Il y a Lou qui demande comment peut-on éviter de recopier une mélodie déjà existante parce que c'est dur de toujours inventer. Okay, so someone is asking if you have any tricks or techniques to avoid copying a melody that already exists, because it must be hard to always reinvent yourself and come up with something new. Bro, like you're opening up a chapter here. Like honestly, like we talk about it with songwriters every single time. It's like, shall we go for this or we're all gonna be sued? Like it's always that. I feel like when like my rule, and I learned it the hard way, my rule is whenever I'm writing something and I can hear like a bell ring that it's like, I heard this before, I heard this before. Instead of like ignoring it, listen to it and just rewrite the melody just from scratch. Because the thing is that the notes are 7. It's eventually like it's gonna happen, all right? Yeah. And the thing is that of course you can't know all the songs that are out there. So if you write a song and there's a song in like for K-pop, let's say today, and there's a song, let's say in like Venezuela that got released 30 years before and has a similar melody, never listened to it, you can't possibly know. It's not your fault, right? But if it rings a bell and you know, oh man, this is probably already out there, well, that's your clue. That's your brain be like, let's avoid sued. So you just copyright infringement. So you just start anew. That's my golden rule. But bro, it happens every single day in session. It happened yesterday in our session. We're like, is this Taylor Swift or it's just me going? I'm like, bro, it's Taylor Swift. Let's start again. It's like that. Definitely helps to be in sessions with other people. So if you're afraid of that, just ask like, yo, does this remind you of anything? And then let's see what happens, you know? Fair enough. Yeah. Ok, donc elle dit que donc cette question, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'en effet, c'est un sujet dont ils parlent toujours entre eux dans le milieu professionnel, dès qu'ils se croisent entre compositeurs, que en effet, elle dit finalement, quand tu écris une chanson, il y a que 7 notes, hein, donc au bout d'un moment, rien qu'avec les répétitions, tu vas forcément avoir quelque chose qui a déjà été fait ou qui ressemble à autre chose. Et elle dit que ce qu'elle utilise, elle, sa règle d'or, c'est que à partir du moment où elle est en train de composer quelque chose et qu'elle se dit, il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part, même si elle n'est pas capable d'identifier où, elle préfère retravailler sa chanson et repartir de zéro plutôt que d'avoir le doute, parce que l'une des conversations qu'elle a le plus souvent avec les autres songwriters, c'est est-ce qu'on publie ça ou est-ce qu'on risque de se prendre un procès aux fesses? Alors elle dit que bien évidemment, si jamais tu as composé une chanson et qu'on te ressort que c'est exactement la même mélodie que tu as écrit pour la K-pop et tout d'un coup on te sort une chanson vénézuélienne d'il y a 30 ans qui a la même suite d'accords, c'est pas de ta faute, tu peux pas connaître non plus toutes les chansons du monde, et qu'il faut être un petit peu raisonnable, mais que dès que tu as l'impression que c'est un petit peu trop familier, il vaut mieux faire machine arrière. Elle dit que justement ça lui est arrivé pas plus tard que hier, quand elle composait avec des collègues, et à un moment ils se sont dit attendez, ce qu'on fait là c'est original ou ce serait pas du Taylor Swift? Et en fait c'était du Taylor Swift, et donc du coup ils ont recommencé de zéro, quoi. Donc ça arrive très souvent. Ok.
Quand une agence décide d'utiliser ces textes, est-ce qu'elle a son mot à dire sur les changements qu'ils vont y apporter ou pas? Dans ce cas-là, est-ce qu'ils changent des choses? Dans le cas où Ah ils oui, c'est changent des intéressant choses. ça. Pardon. Okay, so whenever a company decides to use one of your songs, but that they want to alter the concept, like what you said with Sphinx earlier, do you have your say about the changes that they want to make? Can you veto stuff, or do you have to go with what they're going for with your song? It really depends on your relationships with the label. Most of the time, it's kind of like common courtesy to respect the work of the lyricist, because lyricists, they're not just translators, they are creators of concepts. That's what's really their job, actually, rather than translating. So sometimes they hire lyricists, even if the song is written in Korean, they hire lyricists because they want a better concept, right? So it's common courtesy to just trust the lyricist, like he has clearly or she has clearly like worked really hard to get where she is. So let's just trust what they're doing. And so far, I've never been disappointed, to be honest with you. But also, if you really have like a concept that you really want to convey, because you think it's cool or whatever, try it. And at worst, they're going to say no, like because of that. Sometimes they give you reasons like, they're like, oh, maybe this is not like good enough, like not good enough, but just like it is not like appropriate for Korea. This, could bring up, because, like, it's tough, because like it's very difficult these days not to offend somebody when you write something. And so like they really have to be very careful when they're putting out a concept out there. So normally it's no, you don't have control over that. However, it really depends on the label. If you are their trusted writer to go to, you might have a saying. At the moment, I don't. But who knows? When I level up, I'll let you know, baby girl. That's all I can say. Ok, donc elle dit que ça dépend beaucoup du studio, du label et de la relation que tu as avec eux, mais que de toute façon c'est un petit peu aussi une question de politesse, quand elle avait parlé justement du fait que le travail il était un peu divisé en trois, bah, c'est une question de politesse de respecter le travail du parolier qui vient après elle, parce que lui c'est son métier de trouver un concept et de trouver les mots qui vont faire vivre ce concept, et donc elle dit que jusqu'à présent elle a jamais eu à être déçue des changements qu'un label avait apportés à ses chansons. Elle dit que quand elle croit vraiment à un concept particulier ou à un message qu'elle veut faire passer dans sa chanson, c'est quelque chose dont elle peut toujours discuter avec le label, mais que, bah, en tout cas, là où elle en est, elle, dans sa carrière, pour l'instant, c'est quand même eux qui ont le dernier mot de choisir si oui ou non ils changent son concept ou pas, et que si jamais quand elle aura level up elle aura plus son mot à dire que maintenant sur ce que va faire un label de ses chansons, elle nous préviendra. Voilà. D'accord. Donc là on va terminer avec les deux dernières questions donc de Célé et de Vic. Est-ce que tu peux lui poser la question de Célé tout en traduisant pour le public français? Ok, donc alors pour le public français, comment est-ce que tu trouves la mélodie que tu veux dans tes chansons? Est-ce que ça vient facilement ou est-ce que c'est difficile de les trouver et d'en être satisfait? So, how do you find the melody you want when you're writing a song? Does the melody come easy to you, or do you have a hard time finding that melody and be satisfied with what you are writing? How do you find melodies? Okay, so I think, to be honest with you, for me, melody is the easiest thing. But that's because you always have two types of writers. You have the melody head, which is me, which is another way to say crackhead, pretty much. And then you have and then you have the lyricist, or like that type of person that is lyric, like it needs to write lyrics to then figure out the melody. So for me, it's the exact opposite. It's like melody first and then lyrics. So for me, melodies are actually very easy. Sometimes though I struggle, like sometimes I'm like, what the hell am I supposed to do in there? And when I'm struggling, there's, I try to go technical about it. I'm like, okay, what is supposed to happen there? Like what point of the song is this? Is this where the energy is rising? Is this where the energy is dropping? Is this where I even try to imagine the music video, right? Okay, so if it's a concept like a ballad where she's trying to get back with her partner,
is that the moment where she's like desperate, like banging at her door, like let me in, or she's like when she's in her feelings like that? And based on that, the melody changes. Of course, if she's like that, like in the song "Hello" by Adele, she's like belting out the chorus, like "Hello from the other side." She's like belting it out because she's almost like screaming it. You know, it's definitely not like a fragile moment, but it's like boom out there. So it really depends on what's happening in the music video, like that I'm just picturing in my head, of course, or whatever. But when the technicality fails me, when the technical aspect of songwriting fails me, when it's not working, it's probably because I am hungry or need to go to take a walk. Also, a time to two combine. What I do is that I'm like, ciao, and I just leave and I go for a walk, like 20 minutes. I call my sister or my best friend and be like, I don't think I can do this anymore. I'm not a writer. Take a coffee. They're like, shut up. You're really good. I take a coffee. I take a croissant. Find a wall to bang your head. I just chill for a second, watch a TikTok video where Zoro of One Piece, Makenyu, is like there just holding his sword. And I'm like, damn. It's so good to be alive at this time of like, you know, of times in 2023. And then I go back to the studio and I'm like, oh, that was the issue. That's it. Usually it's like that, hopefully. Yeah. Donc elle dit qu'en fait, ça dépend beaucoup. Il y a grosso modo deux types de personnes. Les personnes comme elle qui écrivent d'abord la mélodie dans la tête et puis après les paroles viennent se mettre dessus. Et les personnes qui d'ailleurs souvent vont terminer par être plutôt lyricistes, qui écrivent d'abord les paroles et qui après essayent de trouver une mélodie qui va coller à leurs paroles. Elle commence par la mélodie et notamment elle explique que quand elle compose, elle a souvent un espèce de musique vidéo virtuelle qui commence à se dérouler dans sa tête. Elle imagine un petit peu l'ambiance de la chanson, par rapport au message qu'elle veut transmettre, si c'est une chanson plutôt agressive, une chanson plutôt une ballade, plutôt une chanson douce, etc. Elle essaye de se mettre dans l'état d'esprit et que ça va un petit peu canaliser le type de mélodies qui vont lui venir quand elle écrit. Et quand ça marche pas, quand elle est en train d'essayer d'avoir une mélodie et que ça vient pas ou que ça correspond pas au type d'émotion qu'elle recherche, du coup, elle dit ciao, elle fait un break, elle s'arrête pendant 20 minutes, elle téléphone à sa BFF ou elle téléphone à quelqu'un de sa famille, elle va marcher un petit peu, elle regarde un épisode de One Piece sur Netflix et que au bout de 20 minutes, elle revient et la machine s'est remise en route et elle peut de nouveau se mettre à faire une mélodie qui correspond à cette espèce de clip vidéo qu'elle a dans la tête pour les émotions qu'elle a envie de porter sur la chanson sur laquelle elle est en train de travailler. D'accord. Et enfin, donc, pour terminer, Vic qui demandait, tout à l'heure, quand elle a raconté Crazy Stupid Love au concert de Twice, elle a dit qu'elle avait plein d'autres meilleurs souvenirs. Du coup, est-ce qu'elle peut en raconter d'autres, si elle s'en souvient? Okay. So, the final question for today will be that earlier on when you spoke about the anecdote with Crazy Stupid Love when you were in the stadium with your coworker, etc., you said that you had so many anecdotes that were good in K-pop, so he just wanted another anecdote that you could remember and share with us. All right. Well, I think... Okay. So this... it's going to be a little personal, but I'll give you that because the whole interview we've been laughing and having a great time, and now it's the depressing moment. But anyways, so the thing is on termine avec le moment de la tristitude. Ah, okay. Yes, exactly. Okay, so the thing is that I know it sounds like it's all like good and fun and all of that, but actually this path that I chose, it actually comes with a lot of sacrifices. Like a lot of hard work, and most of the time it's a no and it's not a yes. All right. So when you start this path, you kind of need to know that. All right. Kind of understand that it is what it is. However, I'll say that when I first arrived in Korea, I was invited to see this company, and I was really like struggling because I was like, okay, I just moved here. I don't know the language. Nobody knows me. I kind of feel like I was starting everything from scratch again. I moved during COVID as well. So like nothing was really open, all of that. And I was like, it's a little, maybe I'm not made for this. Maybe I thought I was good, but I'm not that good. And, mental health is a real problem in this industry.
balanced and be healthy. It's super difficult because you have like very long hours, you barely see your friends, you can't have relationships with people in the same industry as yours, but when you go out, you only see people of the same industry because it's all networking and blah, blah, blah. When you travel, it's for work, so you never see the city. You know, there's ups and downs of being part of this. However, I will say that when I arrived, I remember I arrived to SM Entertainment, and I remember when I was in 2020, so exactly like 2019 actually, I was like, I wrote down a list of goals, and I was like, in the goals that I wanted in the next 5 years, it was like, okay, I am going to write in SM Entertainment. I'm going to be invited at their song camps. I remember walking there because I was invited in a session just for me, for a couple of days there. And I remember like watching that big building, and it says like SM Production Center. It's just only producers and songwriters can go there and artists to record. I saw that and I was like, damn it, girl, you did it. And so I entered, and the first thing that they did is that they took a picture of me and they put it in the creative wall. That's what they call it. So they always take Polaroid pictures. And every person, every songwriter or every producer that has ever been invited to SM and worked with SM artists gets a picture. So I saw my face like that in the middle of that wall, and I was like, okay. I was the last person to have sessions in there, and because they were changing building, I saw that, and I was like, okay, well, I can definitely safely say that the goals that I wrote 2 years ago, I managed to achieve the most important now, only 2 years after. So I'm like, it's definitely possible. I know where I came from, and I know where I'm headed. So this is totally possible. And that moment, I think, changed my life and made me realize I was in the right place. Nice. Ok, donc elle explique que donc c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé dans l'interview, on a dit des trucs sympas, mais que elle veut pas non plus qu'on croie que c'est tout rose dans cette industrie, qu'il y a plus de moments tristes que de moments heureux, que tu travailles tout le temps, t'as très peu de breaks, que pour les chansons que t'écris, ben on te dit vachement plus souvent non que qu'on te dit oui, et que t'as pas le temps vraiment de voir tes potes, que la plupart des gens que tu fréquentes en dehors du travail, bah ça va être des gens de l'industrie parce que t'as besoin de faire du networking, t'as besoin de créer ton carnet d'adresses, t'as besoin d'avoir des relations avec les gens du milieu, donc c'est un petit peu compliqué. Mais que du coup, quand elle est arrivée en Corée en 2019 pendant le Covid, elle s'est fixé une liste, en fait, pas une to-do list, en fait une liste d'objectifs qu'elle voulait accomplir dans sa vie, et elle se laissait 5 ans, et elle se souvient que 2 ans plus tard, en fait, elle a été invitée par la SM dans leur bâtiment, alors pas dans les locaux publics, mais justement dans les locaux de production. D'accord. Et elle se souvient que quand elle est arrivée, donc c'est un bâtiment, elle dit les seules personnes qui rentrent dans ce bâtiment, ben c'est les gens qui écrivent les chansons, les gens qui les composent, les gens qui les enregistrent, et les artistes, et c'est tout. Et donc quand elle a été invitée dans ce bâtiment-là, et en plus c'était une session juste pour elle, c'était pas un bootcamp avec plusieurs compositeurs, hein, c'était vraiment, elle avait été invitée pour ça. Que quand elle est arrivée dans le bâtiment, en fait ils ont pris sa photo parce que ils avaient sur le mur d'entrée de ce bâtiment-là, en fait ils mettaient un Polaroid de toutes les personnes qui avaient travaillé dans ce bâtiment et qui avaient travaillé pour la SM. Donc la première chose qu'ils ont fait quand elle est arrivée, c'est qu'ils ont pris sa photo et ils l'ont affichée au mur. Et elle a dit que d'ailleurs c'était on va dire le dernier visage à être apparu sur ce mur, puisque c'était juste avant qu'ils changent de locaux pour leur tour de production. Et que quand elle a vu son visage souriant au bout de ce mur, en plein milieu de tous les autres artistes qui avaient collaboré avec la SM, c'est là qu'elle s'est dit qu'au bout de 2 ans, l'un de ses objectifs, et sans doute le plus important des objectifs qu'elle s'était fixé en 5 ans quand elle était arrivée ici en Corée, ben il avait été accompli, et que c'était un moment qui avait changé sa vie, et qui avait clairement un avant et un après. Ok. Ouais, c'est... Pour terminer l'émission, franchement, c'est super beau souvenir. Bah, merci à elle, du coup, d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'elle a passé un bon moment.
Okay, so this was a very touching and nice moment to end the interview with this very nice and heartwarming anecdote. Anthony says thank you for accepting his offer to come here for the interview, and he hopes that you spent a great moment with us today. Yeah, it was. Thank you so much for having me. It was a real pleasure to be here and talking with you. Maybe next time French will be better. I'll try my best. Thank you so much for having me, and thanks for all the wonderful fans in the chat that were texting. I translated like most of your messages, and I was like, oh wow, Google Translate never been more helpful. So thank you. Appreciate you. Donc elle dit qu'elle a passé un très bon moment, qu'elle essaiera d'améliorer un petit peu son français pour la prochaine fois. Elle remercie également tous les gens du chat pour leurs gentils messages, parce qu'elle s'est servie de Google Translate pour traduire la majorité de vos messages, et que d'ailleurs elle dit que c'est la première fois que Google Translate a été aussi utile pour elle. Donc voilà, elle vous remercie tous également pour votre présence et pour vos messages. D'accord. Et bah, je remercie encore une fois. Et j'y pense, dans le chat, justement, il y a quelqu'un qui s'appelle Cellé qui écrit des musiques mais qui n'ose pas trop se lancer. Donc, est-ce qu'elle a des conseils à lui donner et pourquoi pas l'aider? Okay, so Anthony actually has a bonus question, because there's someone in the chat apparently who is also a young songwriter and that does not really know how to start. So if you have any kind of advice for her to help her out, that would be welcome. Oh, sure. I mean, what I've done, there's three things: portfolio, network, and time. That's what you need. So portfolio, it means like to be able to write songs and record yourself. So if you don't know how to record yourself, the first thing is to learn how to. The second thing is so that you have like a song to show to people when you're contacting them. After you have a portfolio that you believe is strong, it can be just like 2 or 3 songs contrasting between each other. So like maybe a slow song, maybe a more energetic song. After you have that, you can then approach people. So what I've done back in the day was that I went on Instagram and I started following. I look on Spotify, there's like the credits place where you can see people that wrote the song. If you like a song, let's say like, I don't know, like BTS, Euphoria, you can just go on the credits and you'll see that, Melanie Fontana and Candace Sosa are there. So then you find their Instagram and you start following them and you see what they're up to. The thing is that the songwriting community, especially for K-pop, it's so small. It's legit always the same people. So once you're part of the circle, you're in for life. That's the idea. So after you can start, I would say you can start connecting with at first like a little smaller producers, not necessarily like just a huge one immediately, because you want to make sure that you have some experience before. At first start connecting with like a little bit smaller producers, start to getting a portfolio together, and then start approaching the bigger ones by following them, liking their songs, studying what songs they've done and how they've done it. And then just approach them. Like honestly, I am now signed to London Noise, and how I approached them was that I had like just a couple of songs out in Korea, but I wasn't like huge. I just have a couple. Like I had TAEYEON, Mobile Legend, that's it. I was studying London Noise music because of university. I was writing a thesis about them, and I was like, hi, I dropped them a message on Instagram. I was like, hi, can I come and interview you because I adore you guys and it's from a university project? They were like, sure. People are nice. Like, they're the worst that can happen, they're going to say no or no reply to you. But most people, they reply. I went down there and I was like, oh my God, it's London Noise. I was like, trying to hold my breath and interview them. And then they were like, oh, you write? And I was like, yeah, do you want to listen? And then I made them listen to my songs and then they signed me. That's it. So, I'm saying that it really happened just because people are nice. And if you take your chances, you should knock on every door. Doesn't matter which opens, you need just one door. Every door takes you where you need to. You just need one to open up. So, okay, yeah. Also, you know what I'm saying?
Elle dit que tu as besoin principalement de 3 choses. Un portefeuille à pouvoir montrer aux gens des chansons que tu fais. Même s'il n'est pas très vaste, il faut avoir au moins 2 ou 3 chansons de style un peu différent. Une chanson douce, une chanson un petit peu plus agressive, etc. pour pouvoir montrer ça. Et d'ailleurs, sur ce portefeuille, une chose très importante, c'est qu'il faut que tu puisses les enregistrer, ces chansons. Donc si tu ne sais pas t'enregistrer et faire des démos, c'est pour elle l'étape 1 à apprendre. L'étape 2, c'est le réseau. Connaître des gens, rencontrer des gens. Donc elle dit que ce qu'elle a fait, elle, quand elle a commencé à travailler dans l'industrie, c'est qu'elle s'est mise à regarder dans les crédits des chansons qui avait composé telle ou telle chanson qu'elle aimait bien, et elle s'est mise à suivre plein de gens sur Instagram pour commencer à faire son réseau et à avoir des échanges avec eux. Et elle dit qu'il ne faut pas hésiter à les contacter. Alors commencer sans doute d'abord par des plus petits producteurs, parce que quand tu vas frapper à la porte des gros producteurs, c'est bien d'avoir déjà quelques bagages pour leur montrer ce que tu as déjà fait dans l'industrie. Donc si tu arrives en tant que débutant, ce sera plus difficile d'avoir une porte ouverte. Mais qu'il ne faut pas hésiter à aller toquer à toutes les portes, parce que ce qui compte, c'est qu'il n'y en ait qu'une qui s'ouvre finalement. Et elle raconte même qu'elle était très fan d'un groupe qui s'appelle London Noise, qu'elle suivait sur Instagram. Elle écrivait sa thèse sur eux dans son académie à London, et que du coup elle les a contactés pour savoir si elle pouvait avoir une interview avec eux, et que du coup ils ont eu la gentillesse de répondre oui, qu'ils ont fait l'interview, que ça s'est bien passé, que dans l'interview ils se sont rendus compte qu'elle écrivait des chansons et ils ont demandé s'ils pouvaient l'écouter, et que finalement ils ont fini par la signer, et elle a écrit des chansons pour eux, quoi. Donc il faut aussi y aller un petit peu au culot, faut pas hésiter à demander aux gens, parce que au pire, le pire qu'ils peuvent te dire, c'est non. Mais que voilà, il suffit d'une personne qui dit oui, et surtout dans le milieu de la K-pop, elle explique que c'est un très petit milieu où il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, une fois que tu t'es fait ta place, tu as ta place à vie, parce que comme le milieu est petit, tout le monde se connaît, et une fois que tu as commencé à travailler beaucoup dans le milieu, tu n'arrêtes plus de travailler dans le milieu. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce dernier conseil. Et donc la personne dans le chat, c'est Séléné, si elle n'avait pas vu, Séléné, voilà. Okay, so thank you for those last pieces of advice. The person in the chat was Selene in the chat. So that's it. Sounds great. They look like Selena Gomez. That sounds good. I like that. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Et puis peut-être une prochaine fois du coup pour parler de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Okay, so thanks you once again for being here with us today, and we all hope to see you again soon in the future once we have some new adventures to share. 100%. Thank you so much, guys, for having me. Thank you to all the fans who were very active in the chat. It was great to answer to your questions and try to understand French. I had a great time. Thank you so much. Thank you. Elle remercie tout le monde, elle remercie le chat, c'est un super bon moment, et elle dit à bientôt. Ok. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. Bye. You too, guys. Bye.